Donc j'ai grandi dans une ville de banlieue, une grande ville de banlieue, Argenteuil, ville communiste à l'époque. Je suis vraiment un enfant de ce qu'on appelle le communisme municipal, Ouais. qui était pas si mal que cela, hein, parce que je parle bien du communisme Les municipal. villes rouges, c'est Je ça parle, je parle pas de l'aspect idéologique. Comment? les villes rouges, là, les banlieues rouges. Ce qu'on appelle les banlieues Les banlieues rouges, rouges. qui se caractérisaient. Alors moi, j'étais pas du tout parti communiste, hein, la question n'est pas là, mais la gestion communiste à l'époque était vraiment excellente. Et on ne parle jamais de cela, c'est qu'on parle toujours du Parti communiste, etc. Mais si un jour, ce sera intéressant de parler de la gestion municipale des communes, parce qu'il y aurait c'est extrêmement intéressant. Je dois dire que j'ai eu vraiment, de ce point de vue, une enfance très intéressante, hein, et vraiment très positive. Ouais, il y avait vraiment des services sociaux, Des même dans les services so- banlieues. Mais pour, vraiment, il y avait des services sociaux, des services culturels extrêmement développés. Des bibliothèques, parce que moi, je dois tout aux bibliothèques, hein. Je veux dire, les bibliothèques m'ont permis de m'en sortir. Mais vraiment, la lecture m'a permis de m'en sortir. Depuis mon plus jeune âge, le 9-5. je lisais énormément, énormément, énormément. Et j'étais inscrit dans toutes les bibliothèques possibles, du quartier, d'abord de l'école, du quartier, la bibliothèque centrale, au centre-ville. Donc voilà, la lecture, je le dis, les amis, hein, faites tout. Je sais que c'est compliqué maintenant, mais la lecture, je lui dois absolument tout. Et j'ai lu tout ce que je pouvais lire. J'ai la chance d'avoir un grand frère qui Tu avais la carte municipale de la bibliothèque. Ah C'est oui, ça. tout, vraiment. Des deux, celle de mon quartier, la bibliothèque. C'est vrai qu'on a perdu cette habitude, ça. Ah oui, oui. Alors que Ah oui, oui. c'est vrai que les activités de lecture et tout. Ah, c'est extraordinaire. Mais même pour les petits, en plus, c'est ça qu'ils se rendent pas compte, c'est que pour les petits dans les médiathèques et tout, tu as plein de BD et tout pour les enfants. Ah oui, oui. Ah oui, maintenant, Mais alors, à l'époque, c'était vraiment des bouquins et il n'y avait pas... Alors, par ailleurs, il y avait des bouquins que mon frère m'achetait. Voilà. Lisez Bachelor actuel. Ça se ressent que tu as lu beaucoup. Mais j'adorais lire, mais je lisais le soir, le matin, la nuit. J'avais une petite pile parce que ma mère pensait que j'allais devenir fou à trop lire comme ça. Donc j'avais une petite pile avec une ampoule, une pile luminaire. Ça me fait penser à. Dans la nuit, puis sous le drap, je lisais comme ça, je continuais à lire. Oui. Tu sais à qui tu me fais penser? Non. Il raconte exactement la même histoire. C'est Cabana Ah dans oui. les Rital. Absolument. Cabana dans les Rital, un peu le même parcours. Cabana, avant que Cabana, enfant de malheureusement, vrille un petit peu dans Charlie Hebdo. Mais ça n'a Cabana, pas été le pire, mais ouais. non, ça n'a pas été le pire. Et j'aimais beaucoup Cabana. Et d'ailleurs, je dois dire que quand j'étais au lycée, on ne ratait jamais un numéro de Charlie Hebdo. Il faut quand même le savoir. C'était pas du tout de Charlie. Ça n'a rien à voir. Ah bah bien sûr. Et les éditos de Cabana, je dois dire, ils étaient vraiment formidables. C'est-à-dire qu'ils étaient c'était vraiment des éditos très humanistes. Et je crois Charlie Hebdo nous a éduqués d'une certaine façon. Ah oui. Hein, quand j'étais au lycée, j'avoue, parce que je me rappelle que Charlie Hebdo avait des thèmes, des sujets qui étaient extrêmement intéressants, amenait les gens à avoir beaucoup d'empathie pour les faibles, pour les pauvres, et aussi à changer un petit peu notre regard sur le monde. Hein. Et voilà, rien à voir. Et Cabana, entre autres, l'excellent Cabana, les Rital, il faut lire absolument les Rital. Hein. Ouais, les Rital, c'est trop bien, les gens. Ouais, et même la suite, c'est les Ruskov. En fait, ça, c'est ses livres biographiques. Oui. Et ils sont vraiment bien. Oui, ensuite, les Ruskov, c'est son retour au pays à travers la Russie, à travers tout cela à la fin de la guerre. Enfin voilà, donc la lecture, Argenteuil, communisme municipal, je le dis franchement, nous avions un maire qui était extraordinaire, Victor Dupuy. Et ensuite, bon, ça a été qui? C'était Longfex, non? Victor Dupuy, non, ça a été... oui. Je réponds juste, à Charlie Hebdo, c'était stylé à l'époque d'Harakiri, non? Mais c'est la suite, en fait. Harakiri a été fermé. Et d'ailleurs, c'était par la une sur De Gaulle, non? C'était bien ça? Oui. Ou c'était Charlie Hebdo qui a fait la une? Est-ce que c'est Harakiri qui avait fait la une sur De Gaulle, genre balle tragique balle tragique à Colombey. C'était Charlie Hebdo? C'était Charlie Hebdo. Parce qu'il me semble que Harakiri a été fermé. Oui. Et c'est Charlie Hebdo qui a pris la suite. Oui, alors c'est un peu compliqué. En fait, Harakiri, c'était en plus de Charlie Hebdo. D'accord. Ça a commencé, en fait, tout a commencé par Harakiri. Ouais. Oui, et ensuite, il y a eu Charlie Hebdo. Mais c'était à peu près les mêmes personnes qu'on retrouvait. C'était professeur Choron, qui était surtout dans Harakiri, et Choron, qui se manifestait par un humour débridé et complètement surréaliste. Hein. C'était vraiment. Non, mais si vous voulez quelqu'un de vraiment subversif, faut voir Choron, quoi. C'est vraiment. C'est autre chose de ce qu'on a aujourd'hui. Ah, ça n'a rien à voir. C'était qui avait été légionnaire, etc. J'étais passé à Charlie Hebdo à une époque. J'ai un petit peu fréquenté. Je connaissais un dessinateur qui était d'Argenteuil d'ailleurs de Charlie Hebdo. D'ailleurs, Choron, notez, je suis désolé, on fait oui, on fera des parenthèses. Vas-y. Mais d'ailleurs, Choron, l'antival de Choron qui a été totalement contre la reprise de Val de Charlie Hebdo. Ah oui, bien sûr. Il a refusé de. Absolument. Il avait bien compris la canaille que c'était. Et non, Choron, c'est un drôle de type. Je vous dis, il avait tout fait. Il avait été légionnaire. Il avait bourlingué.
c'était un drôle de personnage extraordinaire et surtout il a alors c'était complètement on était complètement décontenancé avec son humour, hein, mais c'était un humour qui était un humour surréaliste au troisième degré au moins et qui était assez fabuleux quand même. Ouais, c'était chaud. C'était chaud. Moi, ça me fait rire, mais je me rappelle c'était pendant le truc, parce qu'il y avait tout le truc autour du sida et tout à l'époque, et c'était à la télé, et donc tu avais des militants je crois que c'était Act Up, je crois, il me semble, qui étaient là, et tu avais Professeur Choron, Ouais. et tu avais le militant d'Act Up qui parlait de tous ces trucs et tout, Ouais. et tu as le journaliste qui fait l'erreur de poser une question à Choron, et donc de demander à Choron ce qu'il pensait de tout ça, et Choron qui a répondu: ils sont malades, qu'ils crèvent. Oui, non, mais Voilà, et en fait, c'est vraiment le truc de. c'est au second degré, il faut bien comprendre. C'est-à-dire que Choron souvent répondait comme répond le beauf classique, parce que c'était pour mettre en exergue justement la pensée dominante. Hein. Ouais. C'est bien évidemment, c'est pas ce qu'il Mais en pensait. fait, c'est vraiment le truc de Charlie Hebdo, le journal bête et méchant. Oui, c'est ce que d'ailleurs, disait d'où le Cavana. but, c'était le nom. Hein, Voilà. Mais Bête et Harakiri méchant. aussi, c'était Ouais, journal ouais. bête et méchant. Ouais. Ah, je crois que c'est Harakiri, le C'est journal Harakiri, bête et c'est méchant. Harakiri, Ouais, je crois que ouais, c'est Harakiri. c'est Harakiri. Et Cavana qui disait tout le monde revendique l'intelligence et la bonté, Oui, alors que personne ne la respecte. Et ben nous, on va revendiquer la méchanceté et c'est la ça. bêtise. C'est ça. C'était reprendre les stigmates et enfin voilà, et de façon renvoyer à la société, être comme un miroir en fait. Ouais. Hein, ça se voulait un miroir et disant à la société, bah, regardez en fait comment vous êtes réellement, Ouais. hein, la réalité. C'était la Alors, belle époque. C'était extraordinaire, Charlie Hebdo, et je me rappelle que pendant les cours de maths, d'ailleurs pas que les cours de maths, on se l'arrachait. Il y avait deux canards qu'on lisait au lycée, c'était Charlie Hebdo et c'était Politique Hebdo. Politique Hebdo dont le descendant est aujourd'hui Politis. Ah, d'accord. C'est le descendant de Politique Hebdo, ça paraissait le jeudi, et je me rappelle, et on s'arrachait cela, voilà, on était très politisés. Alors bon, je reviens à Argenteuil, donc vraiment coup de chapeau au communisme municipal, il faudra vraiment faire une leçon, une leçon, voilà, des formations professionnelles, faudrait faire une émission sur le communisme municipal, sur les banlieues rouges. On ne connaît pas assez bien dans le concret, hein, on sait qu'il y avait tel, mais dans le concret, comment ça se passait? C'était une expérience qui était assez inédite. Lorsque les communistes prennent la mairie à Argenteuil, ils prennent la mairie alors que c'était une ville bourgeoise, réactionnaire, de gros maraîchers, etc., avec célèbre pour la tunique du Christ qui est dans la basilique d'Argenteuil. Vous ne savez peut-être pas, mais la tunique du Christ est dans la basilique d'Argenteuil et elle est montrée tous les 50 ans. C'est une tunique qui a été offerte à Charlemagne pour son couronnement en l'an 800 par l'impératrice de Byzance, Iréna de Byzance, qui lui offre donc une tunique, enfin la dite tunique du Christ. Pas le suaire, hein, pas le Saint-Suaire. C'est la vraie tunique. C'est tunique. D'accord. Alors la vraie, c'est toujours pareil. Hein, vous savez, le principal, c'est que les gens y croient. Mais n'empêche qu'elle date au moins de l'an 800, c'est quand même quelque chose. Et il offre ça à Charlemagne, qui lui-même en fait don. Non, il la remet à sa fille, qui est chanoinesse, qui est donc la sœur supérieure, si vous voulez, de l'abbaye d'Argenteuil. Hein, la fille de Charlemagne une des filles de Charlemagne était donc l'abbesse supérieure, hein, la chanoinesse. Non, elle était abbesse, donc la sœur supérieure de l'abbaye d'Argenteuil. Et donc l'abbaye d'Argenteuil, autour de laquelle la ville d'Argenteuil va se constituer, du coup, l'abbaye devient il y a une basilique qui est construite ensuite, et la tunique est mise dans la basilique d'Argenteuil, et elle est montrée tous les 50 ans depuis. Et là, ça va être quand la prochaine, tu sais? Alors, il s'est passé quelque chose d'assez... Alors, la dernière fois, c'était en fait il y a une dizaine d'années, il n'y a pas si longtemps. Elle n'aurait pas dû être montée, elle a été montrée parce que c'était l'anniversaire de la construction de la basilique, en fait. Mais en vérité, la dernière fois qu'elle avait été montrée de façon régulière, c'était aux alentours figurez-vous, de 1984. Et la basilique, la tunique du Christ est donc exposée. Elle avait été coupée en 4 au moment de la Révolution, donc elle a été recousue ensuite. Hein. Oui, elle avait été coupée en 4 et cachée, de façon à être cachée, enfouie dans le sol, et ensuite on l'avait... Bon voilà, on l'a retrouvée. Et donc elle a été exposée en 1984, je crois, et il se trouve, figurez-vous, qu'elle a été dérobée. Elle a été volée. Non. Si. En 1984, elle a été volée. Et elle a été volée pendant 15 jours, et au bout de 15 jours, elle réapparaît. On n'a jamais su, alors à l'époque, on a dit oui, c'est action directe, parce qu'on était en pleine période d'action directe. Hein. Est-ce qu'il y en a qui ont parlé de miracle ou pas? Voilà, du coup, il y a absolument des gens qui ont parlé de miracle. En tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est réapparue. Hein. Est-ce que c'est la bonne? Bon, en tout cas, elle est réapparue, et donc elle aurait dû être montrée donc 50 ans après 84, quelque chose comme ça, mais elle a été montrée exceptionnellement
il y a une dizaine d'années, et je peux vous dire qu'il y avait une queue jusqu'à la gare, pas jusqu'à la gare d'Argenteuil, hein, mais une queue absolument énorme, où les gens quasiment nuit et jour attendaient, faisaient la queue, puisqu'il faut le savoir, il y a des gens qui venaient du monde entier. Hein. Déjà au début, à la fin du 19e, il y a des cartes postales à Argenteuil qui montrent des pèlerins syriens qui viennent de Syrie pour voir pour voir la tunique. Donc cette tunique avait une renommée extraordinaire. Cette tunique est unique, Ouais, c'est ce qui. absolument. Oui, je l'ai répété parce que j'ai entendu. Cette tunique est unique. Et, et donc, du coup, bah, voilà. Alors, donc, Argenteuil, c'est de belles villes communistes. Les communistes prennent le pouvoir dans les années 30 à Argenteuil, chassent la vieille municipalité bourgeoise de gros maraîchers riches, l'asperge d'Argenteuil, hein, et catho, à cause de la tunique. C'était une ville très catho, donc Argenteuil. Hein. Imaginez les communistes qui prennent le pouvoir là-dedans. Qui sont ces communistes? Hein? Ce sont ce qu'on appelle l'aristocratie ouvrière à l'époque. Hein? Ce sont les métallos, ce qu'on appelle les métallos. Qui travaillent donc le métal, mais pas n'importe quel métal, hein, c'est pas l'acier, ce sont les métaux nouveaux à l'époque, et notamment pour l'aviation. Hein, il y a toute une série de métaux nouveaux qu'on utilise dans l'aviation, hein, mais entre autres, il y a l'aluminium, il y a tout cela à l'époque. Pourquoi? Parce que des usines d'aviation vont s'installer à Argenteuil. Hein, et c'est donc tous ces ouvriers chassés de Paris, par les loyers qui augmentent, mais qui ont quand même un certain niveau de vie. Ce sont des professionnels, hein, je dis, c'est un petit peu l'aristocratie ouvrière quand même. Hein. Eh bien, c'est de là d'ailleurs que viendra le premier maire communiste d'Argenteuil, Victor Dupuy, qui était un métallo. Hein. Les communistes prennent le pouvoir à Argenteuil et mettent en place une politique nouvelle parce qu'il fallait tout improviser. Hein. Qu'est-ce qu'une politique communiste dans une ville importante? Parce qu'Argenteuil, je vous le signale, c'est la 3e ville en importance d'Île-de-France. La première, c'est Paris, bien sûr. La première, c'est Paris. La seconde, c'est Boulogne. Ah, d'accord. Et la 3e, c'est Argenteuil. Et ça n'est pas Saint-Denis et Montreuil. Hein. C'est bien Argenteuil, la 3e. Plus de 110 000 habitants. Et donc, elle a toujours frisé les 100 000. Oui, je vois, oui, les usines d'Assaut, mais oui, qui vient de quitter. Dassault, c'était un des poumons d'Argenteuil. J'ai un de mes frères, les Ahmo, qui y travaillait d'ailleurs. Mais il y avait d'autres usines d'aviation. Il n'y avait pas qu'Argenteuil. Hein. Et en fait, Argenteuil est devenu une des villes de l'aviation, non pas à partir des hydravions, puisque le bassin de la Seine est extrêmement large à Argenteuil. C'est ce qui fait que très tôt, la Seine Argenteuil. Les avions, c'est des avions qui volent sur l'eau, là, enfin qui peuvent se poser sur l'eau. Ouais, oui, voilà. Qui volent sur l'eau. Et exclusivement d'ailleurs, qui décollent et qui atterrissent uniquement sur l'eau. Hein. Ah, d'accord. Oui, ouais, ouais. Et donc du coup, alors mais ils en font des doubles maintenant, mais bon, à l'origine c'est cela. Donc, et pourquoi? Parce que le bassin de la Seine est extrêmement large et extrêmement profond. La Seine est extrêmement large et extrêmement profonde à Argenteuil. C'est un des méandres de la Seine. Hein. Et donc du coup, c'était l'endroit idéal pour construire des barges. Les barges, ce sont les fleuves. Les grandes embarcations à fond plat qu'on construisait là-bas pour les fleuves d'Afrique. On est en pleine période coloniale, d'accord? Ça n'a pas de quille. Bon, vous me direz, tous les bateaux qu'on construit en fleuve, par définition, n'ont pas de quilles, mais ce sont ces grands bateaux. Je n'aurais pas dit ça, je n'aime pas ce que c'est. Ah oui. Ils n'ont pas de quilles, bah oui. La quille, c'est ce qu'il y a en dessous et qui permet de stabiliser le bateau. D'accord. Sans la quille, le bateau n'est pas stabilisé, sauf justement en rivière. Et sauf pour aller en mer, hein, et sauf les dracars vikings qui allaient en mer et qui n'avaient pas de quille. Mais parce que les vikings étaient de sacrés marins. D'accord. La quille, c'est une espèce de grande pièce qu'il y a sous tout navire qui va en mer. D'accord. Il y a une sorte de grand renflement qui est en dessous, qu'on ne voit jamais. C'est un peu comme l'iceberg, hein, c'est la partie immergée. Ah d'accord, c'est le d'accord. Et qui permet de faire contrepoids. Dedans, on met de la ferraille, on met des choses extrêmement lourdes, hein, de façon à stabiliser le bateau. Parce que sinon, un bateau, ça ferait comme dans une barque. Essayez de monter dans une barque. Vous allez voir, ça va faire comme ça. Et sur les fleuves, on peut faire à peu près plat, c'est ça? Alors, sur les fleuves, c'est pas facile. Regardez, même pour monter dans une barque, dans un fleuve, c'est pas facile. Oui, qui tonton. Mais effectivement, les bateaux qui vont dans les fleuves n'ont pas de quille. D'accord. Pourquoi? Parce que un fleuve, c'est pas très profond. Et la quille, c'est un renflement qui est énorme. Et donc, on risquerait de s'échouer à cause de la quille dans les fleuves et canaux. Alors bon, je vais pas déballer là-dessus, mais les Hollandais avaient mis au point un système d'espèces d'ailerons en bois sur les deux côtés pour stabiliser le bateau, les bateaux hollandais traditionnels, les péniches, qui pouvaient donc aller sur la mer et sur les fleuves et sur les canaux. D'accord. Enfin bref. Donc Argenteuil ça va être la ville de. C'est une encyclopédie, ce monsieur, par contre. Ah bah oui, mais c'est monsieur Youssef Boussouma. Et donc, du coup, à Argenteuil, je ne dirai jamais à quel point j'aime cette ville. Et j'aime beaucoup cette ville.
Et c'était une capitale ouvrière, hein. Et donc, c'est dans cette ambiance que j'ai grandi. Donc, voilà, la guerre d'Algérie à Argenteuil a été quelque chose d'assez important. Voilà. Et avec toutes les histoires qui se colportaient ensuite, hein, des héros de la guerre d'Algérie à Argenteuil, des grands militants. Donc, c'est un peu dans cet esprit. Argenteuil, c'est aussi une ville pour la répression des militants algériens, hein. C'était une grosse ville de répression. Le commissariat central d'Argenteuil était connu pour être un grand centre de torture, hein. Beaucoup de gens, beaucoup de cadavres pendant la guerre d'Algérie, sortaient du commissariat, hein. Et comme il n'était pas loin de la Seine, malheureusement, voilà, on retrouvait ensuite les corps qui flottaient, puisque là on parlait du 17 octobre. Argenteuil a été, voilà. On a mis le replay si vous voulez voir sur Twitch. Et d'ailleurs, là, on va ouvrir une chaîne VOD, les gens, sur YouTube. VOD, c'est les replays, en fait, les rediffusions. On va ouvrir une chaîne VOD là dans la semaine et on mettra quasiment toutes les émissions qu'on fait, pas les réacts qu'on fait avec Samir, mais toutes les émissions qu'on fait en studio et tout, on la mettra sur la chaîne YouTube. On a créé notre chaîne parce qu'en fait, les VOD, ça intéresse les gens, mais ça fait pas énormément de vues non plus. Donc, ça biaise un peu notre algorithme. Mais comme ça, sur cette chaîne, on s'en foutra. Les gens qui voudront aller voir, on s'en fout des chiffres. On mettra toutes les VOD, vous pourrez aller voir sur YouTube si vous voulez. Voilà. Alors je le dis, je suis français d'origine algérienne, mais le seul chauvinisme que je m'accorde, c'est celui d'Argenteuil. Je suis chauvin argenteuilais, je le dis. C'est vrai que tu le précises souvent, hein, Oui. avec fierté, ma ville d'Argenteuil. Oui, parce que je peux dire qu'en dépit de toutes les difficultés, vous savez, on est issu de l'immigration ouvrière. Mes parents sont venus en France après la Seconde Guerre mondiale. Mon père a combattu dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il a été prisonnier, il s'est évadé d'ailleurs, il s'est évadé d'un camp allemand, il a rejoint, enfin bref, la zone sud. Bon, mais en tout cas, mes parents reviennent à Argenteuil, enfin ma mère vient et mon père revient en France après la Seconde Guerre, comme ouvrier cette fois-ci. Donc voilà, j'ai l'enfance ouvrière, mais je peux dire que nous étions pauvres, mais je le dis vraiment heureux. C'est la vérité. Ah, bon, c'est pas le couplet. Je pense qu'on avait quand même plus de chance qu'aujourd'hui. Il y avait un peu plus de solidarité entre les gens. Mais il y avait un vrai sentiment d'appartenir à une communauté ouvrière. Oui. Il y avait oui. De toute façon, il y a plein de livres sur la manière dont les banlieues rouges ont été détruites et comment ça a influencé ce qu'on voit maintenant actuellement dans les classes ouvrières, quoi. Oui. Alors ma famille n'était pas au Parti communiste du tout, hein, mais il y avait quand même cette ambiance. Mais dans la cité où j'étais, cité Jules-Curie, c'était une cité extrêmement communiste. Tout le monde était communiste, hein, vraiment. Et ça a été une des premières cellules communistes de France. Elle s'appelait la cellule Yuri Gagarin. Je crois que c'est ça. C'était le cosmonaute. Le premier cosmonaute. Merci beaucoup Emeter pour le 12e mois d'abonnement, dont 8 mois consécutifs. Merci beaucoup Emeter. Il y a Youssef, le PCF dans les banlieues rouges, c'est pas un des vecteurs de la résistance raciale blanche à l'arrivée des indigènes. On en discutera. Oui, justement. Justement. Et alors, je dois dire que non seulement la ville avait une très bonne politique. Vous savez, les jeunes de maintenant ne peuvent pas imaginer ce que c'était, mais on était vraiment pris en charge complètement dès l'école, hein. Je veux dire, il y avait à la fin, c'était bon. Alors certains diront c'était stalinien, hein, mais c'était comme ça. Il y avait les mouvements d'ensemble à la fin de l'année. Toutes les écoles se retrouvaient sur le bord de la Seine et on faisait des grands mouvements, ce qu'on appelait des mouvements d'ensemble, des parades de gymnastique, etc. Un petit peu à la soviétique, hein, comme on peut voir dans les documentaires sur l'URSS à l'époque, hein. Alors il y avait les colonies de vacances. Les colonies de vacances qui étaient quasi gratuites, enfin on payait très peu et on avait accès à des tas de choses formidables, des colonies de vacances de la ville d'Argenteuil. C'est comme ça que j'ai commencé à connaître la France. Vraiment à bien aimer ce pays d'ailleurs, je le dis, hein, l'Auvergne, partout, j'ai un petit peu sillonné la France grâce aux colonies de vacances de la ville d'Argenteuil. Il y en a plein de classes ouvrières et tout, c'est ça qui leur a permis de partir en vacances, quoi. Ah bah exactement, c'est ce qui nous permettait de partir en vacances, à la montagne, à la mer. J'ai appris à faire de la varap, de l'escalade, donc grâce à un camp de jeunes du côté de Chamonix, à Argentières. J'ai eu des directeurs de colonies de vacances, des gens formidables. Alors évidemment, même si à l'époque on était taquins, vous vous rendez compte, mais avec le recul, je me rends compte que c'était tous des gens formidables. Certains avaient fait la résistance, même ils étaient un petit peu âgés, mais ils avaient quand même fait la résistance. Donc il y avait encore tout cet esprit et cette mémoire de la résistance dans la ville d'Argenteuil, hein. La résistance d'Argenteuil a été extrêmement importante. Le maire d'Argenteuil lui-même est devenu un grand résistant. Et surtout le député d'Argenteuil, c'est le fameux Gabriel Péry. D'accord. Eh bien oui, c'était le député d'Argenteuil-Beson. Et vous connaissez tous Gabriel Péry, j'espère, hein, qui sera fusillé. Je le cite souvent en exemple, parce que un exemple d'abnégation, Gabriel Péry est quelqu'un qui a été fusillé
qui aurait pu avoir la vie sauve. Il était député communiste. C'était le responsable de la rubrique étrangère de l'Humanité, d'ailleurs, D'accord. du journal L'Humanité. C'était pas rien. Et un des très rares journalistes, et là je le signale, qui a défendu la cause palestinienne avant la Seconde Guerre mondiale. Dans un article qu'on retrouve en ligne, que je vous conseille de lire, hein, où Gabriel Péry a écrit un article formidable sur la Palestine. On est en 36-37, au moment de la grande insurrection palestinienne. Hein. Eh bien, Gabriel Péry a écrit un article formidable dans lequel il dénonce les accusations contre la cause palestinienne, disant que non, c'est pas du tout... que c'est pas du tout antisémite, qu'au contraire c'est une lutte anticoloniale, anti-britannique, anticoloniale, etc. Et voilà, je vous donnerai les références, cet article est extraordinaire. Enfin, Gabriel Péry, qui est donc le député de ma ville, et d'ailleurs j'ai... Beaucoup de rues à son nom, il y a des gens qui Beaucoup, bien sûr, j'ai habité à côté de la statue, du monument à Gabriel Péry. En tout cas, voilà, j'ai grandi dans la cité Joliot-Curie. Ensuite, je me suis rapproché du centre. Il y a la Mayoche qui dit maintenant la politique de la ville d'Argenteuil a bien changé pour les écoles depuis Doucet et surtout Ah, mais ça n'a rien à voir. Non, mais on dirait un mot parce que même le Parti communiste lui-même ensuite a évolué de façon terrible, de façon dramatique. Hein. Attention, je ne dis pas tous les militants. Le Parti communiste Argenteuil, ensuite, il va imploser. Il va littéralement imploser avec une fraction qui va rester très très bien, qui va essayer de reconquérir la ville. On est du côté de 2000, des années 2000. Hein, et qui va réussir à reprendre la ville. Mais la ville était au plan financier, enfin, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais là, disons que la droite va finir par le Parti socialiste, avec un certain Manuel Valls. Ah, il est d'Argenteuil. J'ai connu Manuel Valls à Argenteuil, les amis. Mais lui, il n'était pas à Ivry. Mais après. Mais dans le sud. Mais il est parti à Évry après Argenteuil. Mais c'est en fait, d'accord. Parachutage ou... C'était les magouilles du PS. D'accord. Et puis il avait. Mais attention, comment Manuel Valls à Argenteuil, c'était un petit conseiller municipal à qui on mettait des tapes dans le dos comme ça en disant bon alors Manu, c'était comme ça alors. Est-ce que c'était là où il avait fait le truc pour la Palestine? Non, pas du tout. C'était à Évry. D'accord. Et d'ailleurs j'y étais aussi au truc de la Palestine. Bon, ça on en reparlera à Évry parce qu'il y avait un comité Palestine très important à Évry que Manuel Valls soutenait au début. Ouais. Bon, alors, toujours est-il que j'arrête de vous embêter avec Argenteuil, mais c'est une ville formidable, vous l'avez compris. Spécial salut pour tous les instituteurs que j'ai eus, qui étaient vraiment des gens formidables, je le dis, hein, qui étaient évidemment tous communistes, hein, mais qui ne le disaient pas, mais c'était... mais c'était... partout. Voilà, exactement. Donc, j'ai eu des instituteurs formidables, je le dis bien, qui étaient emplis d'humanisme, etc. Donc, c'est à Argenteuil que je vais faire mes premières armes en termes de militantisme. Au lycée d'Argenteuil, au lycée qui s'appelle Georges Braque maintenant, qui s'appelait Victor Puiseux à l'époque. Et voilà, c'est au lycée que je me suis politisé. Et toujours pareil, grâce à la lecture. Et puis c'était l'ambiance. Hein. L'ambiance était à la politisation. Quand on croisait quelqu'un, un jeune, on lui demandait pas s'il était... on lui demandait pas d'abord s'il était d'extrême gauche. On lui disait de quelle organisation tu es proche, directement. Sachant qu'il était... Forcément d'extrême gauche. Ouais. Forcément d'extrême gauche. Et ça, c'était quelque chose d'assez incroyable. Merci Caillou. Oui, c'était... Alors, il y a Beson. Vous avez tout à fait raison. Et spécial aussi salut pour Beson. Et d'ailleurs, c'est grâce à Beson, qui est un petit peu le satellite urbain, sans que ce soit péjoratif, d'Argenteuil, hein, qui est beaucoup plus petit qu'Argenteuil. Mais c'est par Beson qu'Argenteuil est devenu communiste. La base arrière pour la conquête de la ville par les communistes du coin, ça a été Beson. Hein. Ça a été Beson. Et d'ailleurs, Gabriel Péry était député d'Argenteuil-Beson. Hein. Et Beson est resté communiste, hein, absolument reste communiste, et Beson a été extraordinaire, et surtout par rapport à la Palestine. Beson est absolument formidable. Le maire lui-même de Beson a été poursuivi pour ses prises de position pour la Palestine. Et voilà. Merci beaucoup Loni, merci beaucoup pour les 200 bits. Voilà. Alors j'ai essayé de baisser les alertes, je ne sais pas si ça a marché. Spécial salut à cette ville de Beson que j'aime beaucoup. Alors c'est une ville qui est évidemment une ville industrielle, etc. Au départ très industrielle, qui a beaucoup moins d'histoire que bon. Mais en tout cas, franchement, Beson. C'est la fin. Eh bien, donc, c'est au lycée d'Argenteuil que j'ai fait mes premières armes de militant. Et d'ailleurs, j'ai choisi ce lycée parce que je savais que c'était commencé à te militer. C'est au lycée que tu as commencé à militer. Oui, dès la classe de seconde. Donc là, pour résumer, jusqu'au collège, enfance cool, t'as beaucoup lu, le cool, collège. Mais avec quand même, oui, alors le collège, mais bon, alors on n'est pas beaucoup d'arabes. Il y a quand même quelque chose, c'est que faut le comprendre. Merci Kyria, merci beaucoup. On était très peu d'immigrés au collège. Et il a fallu d'abord que je coupe avec mes copains de la cité.
Je crois que c'était un des événements les plus durs de ma vie. Un des moments les plus durs de ma Pourquoi vie. il va falloir que tu coupes avec. Parce que mes copains de la cité n'allaient pas au collège. Ah, C'était d'accord. c'était la voie professionnelle. Oui, c'était comme ça. Avant, c'était après le cours moyen 2, en fonction de vos résultats scolaires, vous alliez soit vers le collège, hein, le collège d'enseignement général, ou soit vous alliez vers ce qu'on appelle les fins d'études. Fin d'études 1, fin d'études 2, c'était 2 années ou 1 année ou 2 années, en attendant d'aller dans ce qu'on appelait les CET, les centres d'enseignement technique, ou les collèges d'enseignement technique plutôt. Collège d'enseignement technique, ça c'était la voie professionnelle, ce qui correspondrait au lycée pro aujourd'hui. Hein. Mais à l'époque, non. Si vous alliez au collège, Ouais, c'était avant le collège unique. voilà, etc., etc. Donc vers l'âge de 11 ans, en fait, hein, 11 ans, j'ai dû quitter mes copains. Là, ça a été un peu dur parce qu'on se retrouve dans un univers qui est très différent. Il n'y avait que des Français blancs, hein, c'est la vérité. Donc, on perd ses codes. On perd ses codes, etc. On n'a pas du tout les mêmes références. Voilà. Et alors, plus encore quand j'arrive au lycée. Il faut quand même savoir que quand j'arrive au lycée, et indépendamment de blancs ou d'indigènes, hein, enfin d'arabes ou noirs, les noirs, il y a très peu de noirs à l'époque dans ma cité. Il n'y a pratiquement aucun. Je dis C'est bien pas aucun. encore l'immigration Pas subsaharienne du qui tout. arrive, c'est beaucoup non, l'immigration. Ouais. T'inquiète pas, Youssef, c'est pas grave. Grave. Il y a son portable qui sonne, c'est pour ça. Il va décrocher. Ouais, je ferme. T'inquiète, ça vient de commencer. Bah, attends, vas-y. Ça vient de commencer, on veut une après-midi entière. Les gens, on va se retrouver un mercredi sur deux à partir de maintenant, Inch'Allah. Un mercredi sur deux avec Youssef. Et alors, donc, du coup, voilà, pour un jeune immigré, un jeune issu de l'immigration, je veux dire, le plus dur, c'est cela. C'est parce que l'école, c'est la rupture avec les copains, avec la cité. Mais déjà, dès qu'on a 3 ans, même à la maternelle, au plan, ça paraît secondaire, mais c'est très important, au niveau de la nourriture. La cantine, c'est une telle rupture avec la nourriture de sa maman et qui n'a plus rien à voir. Et c'est vrai que le premier choc, c'est cela. C'est d'abord la cantine municipale. C'est les cantines scolaires, je veux dire. Hein. Voilà. Et le second choc, eh bien, c'est lorsque l'on passe au C'est vrai que collège. c'est pas la même nourriture, c'est pas, Pas la du même. tout. C'est pas les Ça n'a mêmes rien à codes, voir. Et pour un gamin, je sais que je mangeais pas à la cantine parce que vraiment. Qu'est-ce que c'est? Non mais vraiment, tout me paraissait. Alors déjà les cantines scolaires, bon, on comprend, les cantines scolaires, c'est pas non plus le grand luxe, hein, mais en plus, ça n'avait plus rien à voir. Bref, l'arrivée au collège pour moi est difficile parce que je dois rompre avec mes copains. Et oui, parce que la délinquance était quand même quelque chose d'assez important. Et pratiquement tous mes copains deviennent des délinquants, sont en train de devenir des délinquants dès l'âge de 11 ans. Hein. On commence par les petits, on va s'amuser à ouvrir les voitures comme ça lorsqu'on est adossé contre les voitures le soir et qu'on est en bande. Voilà. Là, est-ce que tu as été un proto-délinquant, Youssef? Pas du tout. Ah ouais, t'étais gentil. Ah non, pas du sage. tout. Non, je crois que j'ai dû faire une tentative de vol d'un rouleau de scotch dans ma vie. C'est tout ce que j'ai pu voler. Et tu as réussi à le voler? Je crois que j'ai dû le reposer ensuite. Hein. Non, je l'ai pas volé. Tu te sentais trop coupable? J'ai pas pu, ouais. Non, mais il faut dire que... Alors, je ne... Regarde la question de Hassati, t'as vu? et No comment. Et donc, du coup, bah voilà. J'avoue que ma mère m'a quand même, dès le début... Merci pour les 1000 bits, merci beaucoup Red Pie. Sartrouville, bonjour. De Sartrouville. Bah oui, Sartrouville, bien sûr, Sartrouville. Bien sûr, Sartrouville. Oui, au niveau politique municipal, à Sartrouville aussi, le théâtre de Sartrouville. Voilà, une des caractéristiques des villes communistes, alors pas Argenteuil, c'est curieux, mais pratiquement toutes ces villes de la banlieue rouge avaient des théâtres municipaux, dont certains sont très réputés jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Absolument, hein. Théâtre Saint-Denis, théâtre Gérard Philippe, théâtre de Bervilliers. Il y avait vraiment une politique culturelle extraordinaire et le théâtre de Nanterre, hein, qui est très connu. Et donc, ces théâtres municipaux, c'est un des legs, c'est un des héritages de ce communisme municipal qui s'est surtout manifesté dans la culture. La culture était l'élément fondamental du communisme municipal. D'accord, la culture et puis aussi tout l'aspect social, etc., les colonies de vacances. Ouais, voilà, c'est ça. Et on le voit maintenant où il n'y a plus du tout ça et on voit que
pendant l'été, c'est impressionnant le nombre d'enfants qui ne partent plus en vacances en fait. Absolument. Il y a énormément Ah oui, augmenté. oui, tout à fait. Bon, alors, je ne vais pas passer par la suite, on pourra reparler d'Argenteuil, mais malheureusement, la municipalité va supporter très mal Et le sport. la seconde génération, le sport, bien sûr, la seconde génération, troisième génération, et elle a loupé un rendez-vous. Les communistes d'Argenteuil, et pas que d'Argenteuil, ont loupé un rendez-vous avec aussi la question de l'islam, qui n'ont pas su voir comme étant un phénomène tout à fait normal. Et surtout avec une population blanche qui de plus en plus, il y avait une désaffection, hein, ils perdaient des électeurs, ils avaient le sentiment de perdre des électeurs, enfin ils perdaient des électeurs réellement ouvriers, et ils ont rendu responsable de cela cette immigration, enfin ils sont tombés dans les travers que l'on connaît, on pourra revenir dessus, hein. Faudrait consacrer une émission à... T'inquiète pas, on Alors, aura le temps de... Argenteuil, Si donc... si tu veux passer, n'hésite pas, tu passes devant la caméra pour aller de l'autre côté. Oui. Ouais. Et donc c'est surtout au lycée que j'ai commencé à me politiser, à travers les lectures, hein. Encore une fois, ce sont les lectures, puisque non seulement il y avait un environnement politique extrêmement riche, hein, à la fin des années 70, dans les années 70, hein, extrêmement important. 68... Ah bah non, je suis quand même trop Non, jeune. mais ouais, mais Ah bah, est-ce que la t'en presse avais 68. des retours ou... Oui, bien sûr, bien sûr. Comment, puisque 68, il y a eu quand même pas mal de choses. Alors les communistes ont quand même contrôlé la situation. Ils n'ont pas été complètement, justement, 68 s'est fait en grande partie contre les partis traditionnels, entre autres le Parti communiste, hein. Mais il y a eu quand même des événements, bien sûr, à Argenteuil, voilà. Alors, le drapeau rouge ici sur les cités, enfin des choses comme ça. Mais cela dit, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une ambiance extrêmement politique, extrêmement engagée, et à tel point qu'on était convaincus que la révolution, c'était pour bientôt. Mais vraiment. Et je me souviens très bien, c'est une anecdote que je raconte toujours, il y avait un animateur théâtre dans mon lycée, hein, qui était là pour le club théâtre, était le vivier des gauchistes en fait, hein, dans mon lycée. C'était là que se retrouvaient tous les gauchistes, et c'était bon, voilà. Et c'est là que j'ai commencé à faire du théâtre, et c'est dans ce club théâtre que je vais me politiser encore davantage. Mais tout le lycée était politisé, et après je vais devenir donc moi-même un des orateurs politiques, enfin un des leaders politiques du lycée. Donc Ouais, merci beaucoup Palmiena, merci beaucoup. Il a quel âge? Personne ne connaît l'âge de Youssef, mais Ouais. ça sert à rien de demander. Alors- Et merci Cocos pour l'abonnement, il y a des gens qui donnent. Merci Ouais. beaucoup Palmiena et merci beaucoup Cocos. Alors, chers amis, si j'ai un conseil à vous donner, ne vous occupez jamais du temps, et il s'occupera jamais de vous. Oh, c'est beau, c'est ta philosophie. Ouais, absolument. Merci beaucoup Ne, Débaquet pour ne le fêtez 6e jamais mois vos d'abonnement. anniversaires, ne parlez jamais d'âge, ne demandez jamais l'âge à quelqu'un. Ça n'a aucune importance, et vous verrez, le temps vous oubliera. Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Mais après, tu n'auras plus de cadeaux pour les anniversaires. Oui, bon, ça, on s'en passe, hein. De toute façon, chez nous, on ne fêtait pas les anniversaires, donc on n'a jamais fêté les anniversaires. Alors, Et donc, lycée, tu t'es Alors, le lycée, politisé. ah oui, Vraiment, extrêmement. tu as un autre Ouais. niveau de. Oui, c'est vraiment au lycée. D'ailleurs, je pense que pour beaucoup... Alors, non seulement, en plus, on avait des profs qui étaient tous très politisés. Très politisés, hein. Et ça parlait politique d'ailleurs dans les lycées et tout, même avec les profs ou... Énormément. Ah ouais? Ah oui, Parce oui. qu'aujourd'hui, nous, c'est tabou. Hein. Ah non, énormément. Non, mais il y avait une connivence énorme avec les professeurs. Dans mon lycée, il y avait ce qu'on appelait un comité de lutte. Hein, il y avait un comité de lutte lycéen. D'emblée, il y a un comité de lutte permanent. Comité de lutte qui était chargé d'organiser les grèves, qui était chargé, etc. Donc, quand je suis en seconde, moi, j'observe tout cela. Je suis au club théâtre, j'apprends beaucoup. Et dès que j'arrive en première, c'est moi un des principaux responsables de tout ce qui est grève, de tout ce qui est manifestation, de tout ce qui est tout cela. Et on avait un art pour mettre le lycée en grève extraordinaire. On mettait le lycée en grève en 2 temps, 3 mouvements. Et on savait exactement comment mener une grève, comment organiser les choses, parce qu'on ne faisait pas les choses n'importe comment. C'était pas... fallait assurer l'ordre, hein, l'ordre révolutionnaire. Ça veut dire que dès l'instant où on était en grève, on envoyait un piquet de grève à l'entrée du lycée qui filtrait les sorties. Il n'était pas question que les gens sortent du lycée sous prétexte qu'on était en grève. Et on organisait des réunions politiques dans le lycée pendant la grève. On prenait tout de suite possession de la salle avec la Renéo pour tirer les tracts, très important. La Renéo, c'est La Renéo, c'était ce qui permettait de tirer les tracts là. Ah d'accord. Hein, voilà, c'est une machine qui permet de tirer des tracts comme ça. Ça marchait avec de l'encre comme ça. Et donc, on avait tout un savoir-faire. Et aussitôt, il y avait toute une mémoire dans cette ville. Et lorsqu'on était en grève, eh bien aussitôt on partait en manifestation dans la ville. Et il y avait tout un circuit. Donc le lycée, alors d'abord on mettait en grève les autres lycées de la ville,
hein. C'était généralement des causes nationales. C'était par exemple contre le report des sursis militaires ou des choses comme ça. Enfin, la suppression des sursis militaires ou le rallongement Merci la Galapaga. Voilà. Et donc, du coup, oui, absolument l'ordre révolutionnaire. Et alors, on partait en manifestation dans la ville. Et alors, et on avait tout un circuit qui était vraiment rituel, qui faisait le tour de toutes les usines d'Argenteuil. C'est une ville où il y a beaucoup d'usines à Argenteuil, hein. Les grandes, on en a parlé, mais beaucoup d'usines moyennes qui faisaient de la sous-traitance, hein. Énormément d'usines. Et donc, on avait tout un circuit, et on passait devant toutes les usines, et les ouvriers sortaient pour nous saluer. Les ouvriers sortaient pour nous saluer. La connivence Absolument. des lycéens, Oui, ça absolument. existe encore parce qu'on a un peu l'impression qu'il y a un peu le discours, il y avait une rupture entre les lycéens et les ouvriers, Ouais. et notamment, plus particulièrement, surtout les étudiants. Ouais. Je pense que quand même, il y avait des... À l'époque, Ouais. non, à l'époque, il y avait des liens. Bon, alors, à 68, on sait que c'est toujours le problème qu'il y a eu en 68, c'était ce lien avec les ouvriers que les syndicats ont empêché, il faut le dire. Ah, tu penses que c'est plus Oui, bien la sûr. bureaucratie que... Bah, pour une raison qui est simple, c'est que la plupart des étudiants étaient ce qu'on appelle des gauchistes, hein, donc n'étaient pas dans les organisations de la gauche traditionnelle, et étaient à l'extrême gauche, la plupart des étudiants organisés, on va dire, hein, et notamment maoïstes par la suite. Et donc, du coup, ils étaient en opposition avec le Parti communiste, avec le Parti socialiste évidemment, mais surtout avec le Parti communiste, hein. Ils étaient en opposition avec le Parti communiste, donc du coup, ça n'allait pas très bien. Et les syndicats, à l'époque, les syndicats principaux majoritaires, la CGT, étaient très liés au Parti communiste. Donc du coup, on sait que c'est un des problèmes de 68, hein. Cette absence de lien entre la classe ouvrière, on va dire organisée, et les étudiants, ça a été un des problèmes. La gauche institutionnelle, on ne va pas revenir dessus, mais ne souhaitait sans doute pas la prise du pouvoir. Alors on parle Merci beaucoup Camélia pour l'abonnement offert à Yoshida, merci beaucoup. Oui, alors la gauche prolétarienne qui va être la principale organisation d'extrême gauche. J'en dirai un mot parce que c'est très important. La gauche prolétarienne a créé disons un traumatisme, un véritable traumatisme. Enfin, la fin de la gauche prolétarienne, ça a été un véritable traumatisme dans ce pays et à l'origine d'une coupure entre l'immigration et la classe ouvrière blanche. Faut le savoir, on en reparlera. Ouais. C'est en 72 à partir de l'opération palestinienne des Jeux Olympiques de Munich. Bon, enfin, donc la gauche prolétarienne, mais la gauche prolétarienne, elle s'arrête en 72, hein, elle s'autodissout. En fait, elle s'autodissout. Et à cause de l'opération de Munich, des Palestiniens. Mais on y reviendra. Et donc, du coup, voilà, donc au lycée... Merci beaucoup, Palmiena. Je suis désolé, je te coupe parce qu'ils font beaucoup de tours. Oui, vas-y, je t'en prie. Merci beaucoup, Palmiena, pour les 500 bits. Merci beaucoup. Merci. Et ça fait le train de la hype. Merci. Alors, je disais, c'était une période extrêmement révolutionnaire. Et je me souviens avoir demandé à l'animateur théâtre de mon lycée, un salut à lui, je ne sais pas où est-ce qu'il est actuellement, bon. Et Jacques Le Dizez, j'espère qu'il est encore en vie. Et c'était un grand gaillard qui était proche de la LCR à l'époque, l'ancêtre du NPA. Et moi, j'étais pas proche de cela, mais moi, j'étais anarchiste à l'époque. Et d'abord à la Fédération anarchiste. Ah, t'étais à la Fédération anarchiste ? Oui, mais en fait, c'était juste un an. C'était juste pour pouvoir avoir une salle de réunion à Paris, pour bénéficier de leur salle de réunion, pour se réunir à Paris, etc. C'était de la pure... Attends, je veux dire, après, la Fédération anarchiste de l'époque, c'est peut-être pas la même que maintenant. Oh, le monde libertaire était pas très intéressant. Ah ouais ? J'avoue, la Fédération anarchiste... Moi, j'ai lu... Et le monde libertaire était pas très intéressant, déjà à l'époque. Hein. Ouais. Tu parles du journal ou du... Alors, il y a le journal et puis la Fédération anarchiste. Ouais, c'est vrai que je lisais les articles du Monde libertaire, j'étais en mode... Oui, le monde libertaire... J'ai l'impression que c'est toujours la même truc, quoi. Ah oui, c'était n'importe quoi, c'était les grands principes. Alors bon, j'ai connu un personnage qui s'appelait Maurice Joyeux. C'était son nom. Il est connu, non ? Il est très connu, c'était un vieux militant extraordinaire. Et on l'avait fait venir au lycée, d'ailleurs. Et ensuite, après, comme la Fédération anarchiste n'était pas très intéressante, ce qui m'intéressait surtout, c'était le communisme libertaire. C'était le communisme libertaire et voilà, et avec notamment Front libertaire. Hein. Donc j'ai été sympathisant de Front libertaire pendant un certain temps. Mais en même temps, comme les Mao me plaisaient beaucoup au niveau de l'action, parce qu'on était en recherche d'action surtout, hein, donc j'étais un petit peu un mixte. J'avais pas mal de copains âgés qui étaient eux militants maoïstes ou qui avaient été à la gauche prolétarienne, surtout qui avaient été à la gauche prolétarienne. Et donc j'étais un petit peu entre les deux. Hein. Merci Gérard Lerard, merci. Je viens d'ouvrir le tweet et je vois Wissam et Youssef, l'après-midi commence bien. Bah, justement sur ça... Mais par contre j'étais marxiste. Hein. C'était lycée. J'étais plutôt marxiste libertaire. Hein. Oui.
C'était lycée, ça, cette période. C'était au lycée. Ouais. Mais justement, moi, il y a un mélange un peu bizarre de l'époque. C'est que, voilà, les Mao Spontex, c'est un mélange de. Alors, Mao, c'est un peu le truc très, oui, oui, on dirait, autoritaire, mais oui. organisation et tout. Et en même temps, les Mao Spontex, j'ai l'impression que c'est le mélange qui aurait jamais dû Exactement. avoir lieu avec aussi les Et libertaires. alors, c'est exactement cela. J'étais pas Mao Spontex. Tu lisais Rouge et Noir, Youssef, ou pas? Non, je lisais pas, je lisais pas Rouge et Noir. Mais bon, j'ai eu toute la littérature, je me rappelle plus des titres exactement, je connaissais pas ce journal Rouge et Noir, mais j'ai eu à peu près toute la littérature entre les mains, on lisait tout. Bon, et toujours est-il que dans ma ville Argenteuil, donc les Mao étaient. Alors j'ai eu un mentor qui était maoïste. Hein, alors lui, il va bien, j'espère, grâce à Dieu en tout cas. Il s'appelait, je peux dire son nom, André Normand. Hein. Et il m'a d'une certaine façon un petit peu. C'était un petit peu mon mentor. Hein. J'étais plein dans ma tête de tous ces récits, parce ça a été un militant de choc de la gauche prolétarienne. C'était un grand militant de la gauche prolétarienne. Et, et donc, du coup, un type formidable, militant très actif. Et donc, j'avais dans la tête toutes leurs aventures qui étaient absolument fabuleuses, de play et boss. Enfin, bref. Tout ce que la gauche prolétarienne a pu faire comme opération qui était absolument extraordinaire. Hein. Par exemple, Noël pour les pauvres, piller le magasin Fauchon à Paris et aller distribuer toute la nourriture de Fauchon dans le bidonville de Nanterre Les actions directes, quoi. le soir de Noël. Oui. Piller le coffre principal de la RATP, prendre tous les tickets de métro et les distribuer le matin à la gare Saint-Lazare à tout le monde comme ça. Voilà, c'était ce genre de choses. Donc, c'est ce genre de choses qui nous plaisait énormément, moi, qui me plaisait énormément. Et beaucoup d'autres opérations de ce genre. Et puis des opérations beaucoup plus dures. Par exemple, lorsque Gesmar, lorsque Gesmar est arrêté, un des directeurs de la Cause du Peuple, le journal maoïste de la gauche prolétarienne, c'est l'attaque contre tous les commissariats de Paris. D'accord. Attaque comment? Alors, attaque avec des cocktails Molotov, attaque avec des lance-pierres et billes d'acier. Donc, les principaux commissariats qui sont assiégés. Il faut avoir ça en tête. Hein. D'accord. Lance-pierre et billes d'acier, c'est presque un flingue, quoi. Ah ben oui, c'est quelque chose. Hein. Oui, tout à fait. Et c'était donc ça a été une opération. Voilà, c'était quelque chose. Alors, donc tous ces récits, je les avais en tête. Et vous savez, c'est toujours pareil. On se dit toujours qu'on va faire mieux que la génération précédente. Hein. Ouais. C'était ça l'idée. Donc j'ai grandi dans toute cette ambiance de mélange de communisme municipal, d'extrême gauche, extrêmement active, etc. Et donc c'est comme ça qu'au lycée, je vais moi-même devenir militant, très impliqué. Et à l'époque, c'était surtout. Alors, c'était dans tous les domaines. Alors, on pourrait parler d'intersectionnalité, hein. Mais voilà. Et donc, la première fois que je vais être arrêté, alors, je m'en tirais généralement assez bien dans les manifs, dans les grandes manifs à Paris. Alors, on commence à aller dans les manifs à Paris de plus en plus. Il y avait des violences policières. Le 1er mai, on loupait rien et on partait d'Argenteuil en bande. Bien sûr, sans payer le train, sans rien payer, en grande bande. Personne n'aurait osé nous dire quelque chose, de toute façon, à l'époque. Hein. Et on partait dans les manifestations en groupe joyeux. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment une enfance, une jeunesse formidable, je le dis. Ouais, t'es nostalgique de... Absolument. Alors, nostalgique, non, parce qu'il ne faut pas être nostalgique. Mais c'était vraiment... Alors, donc, du coup, c'est comme ça que j'ai passé toute ma vie à militer. Alors, je n'ai jamais été encarté dans un parti. Ah ouais, jamais? Non. D'accord. Alors, tu fréquentais de manière officieuse? Alors, même quand j'étais sympathisant Front Libertaire, mais ensuite, j'ai surtout été dans des collectifs, ce qu'on appelait des collectifs. D'accord. Des collectifs de lutte par rapport à des luttes en France ou par rapport au plan international. Bon, j'étais déjà très intéressé par les luttes internationales, évidemment. L'Amérique latine, hein, le Chili, etc., tout cela. L'Argentine, bien sûr. Donc voilà. Et dans ces collectifs, on retrouvait à Argenteuil un petit peu tout le monde. La LCR était très présente. C'est vrai que t'avais un petit côté autonome, quoi. Pas du tout. Et je n'aime pas du tout les autonomes. Ouais, mais... Je vous dirai pourquoi, parce que j'ai connu... Parce que t'es quand même en dehors des partis, t'es dans des trucs... Ah oui. Alors après, on va rentrer dans des choses beaucoup plus hard. Mais en tout cas, je n'ai pas été autonome. L'autonomie Merci était... Gérard pour les 200 bits. L'autonomie a été un vivier de... Je le dis, et je pense que la plupart des gens étaient des gens sincères, etc. Hein. Mais l'autonomie a été complètement infiltrée par la police, très rapidement. Et enfin, on pourra en dire un mot.
Euh, D'ailleurs, un grand infiltré c'est une anecdote que les gens ne savent peut-être pas, mais un des grands infiltrés de la police dans l'autonomie, c'est quelqu'un qui s'appelle Georges Marion, qui va devenir responsable du Monde, du journal Le Monde, avec Edoui Plenel. Ah ouais? C'était Absolument. un infiltré? Ah, Un infiltré de la police? mais il l'a dit, il a reconnu lui-même. Il travaillait pour la police, il était payé, il était indicateur de police, il était dans le mouvement autonome. Georges Marion, vous pourrez chercher, copain de Plenel. Et il se retrouve, lui et Plenel, à la tête du Monde dans les années 80, à la fin des années 80. Alors à l'époque, il est plus infiltré de la police, Ouais. hein, mais quand même, voilà. ça marque. Mais quand même. Mais quand même, faut le savoir. Georges Marion, hein, qui va devenir journaliste émérite au Monde, etc. Et donc l'autonomie, non, m'intéressait pas à cause de cela. Mais d'ailleurs, notamment, l'autonomie ouvrière en Italie, c'était la même époque, non? Les Ah, opéraïstes. Alors tout voilà, ça. alors c'est sur le modèle de l'Italie que la France, mais la France avait un train de retard. Bizarrement, c'est assez curieux. Parce que ouais, c'était autre chose quand même, l'autonomie en Italie. Oui, bien sûr. Alors Mais attention, genre, allez vous intéresser à ne l'histoire jette des pas, opéraïstes. je ne jette pas. Ah non, bien sûr. Non, j'ai total respect pour l'autonomie italienne. Hein. Ça n'a Ouais. absolument rien à voir. Hein. Ouais. Et total respect. Il y a eu des gens extraordinaires. J'en ai connu par la suite, hein, bien sûr. mais disons qu'en France. Alors la CNT à l'époque, puisqu'on jouait à la CNT, ça n'avait rien à voir. J'avais des copains, notamment un très bon copain catalan au lycée avec moi. Et donc la CNT de l'époque, c'était encore les anciens de la vraie CNT espagnole, parce que la CNT est espagnole, hein, vous le savez. Et à l'époque, il y avait encore tous les anciens espagnols de la CNT qui faisaient leur meeting à la Mutualité, à Paris. Et donc j'y suis allé. C'est comme ça qu'avec ce copain, et le père de ce copain, qui avait été à la CNT lui-même, qui était catalan, qui était chauffeur de taxi, eh bien, on allait. Donc, à cette époque, j'ai fréquenté les anciens de la CNT, de la vraie CNT espagnole, qui nous racontent. Alors, voilà, un fait historique qui m'a beaucoup Là marqué, aussi, c'est la guerre c'était autre d'Espagne. chose, la CNT en Espagne. Oui, j'ai été très marqué par la guerre. Alors, j'ai quand même pas fait la guerre d'Espagne, mais disons que je connais très bien la guerre d'Espagne et que j'ai grandi aussi. Enfin, ma militance s'est faite aussi avec comme background la guerre d'Espagne, parce que ça a été le principal lieu de puissance et d'affrontement des anarchistes. Ouais. Hein. Oui, mais Bien même sûr. encore maintenant, les anarchistes, ils ont deux grands récits. C'est la guerre d'Espagne et la Makhnovitcha. Oui, de Makhno, bien sûr, en Ukraine. Ouais, tout à fait. Et Makhnovtchina, je crois. Makhnovtchina, je sais pas. Il y a les Perruriers Noirs qui avaient fait une chanson sur ça. exactement. Donc l'armée insurrectionnelle de Makhno, pas celle des néo-nazis de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc toujours est-il que voilà, la guerre d'Espagne était extrêmement présente dans nos esprits, parce qu'il y a eu aussi une immigration espagnole assez importante à Argenteuil. Et voilà, donc la CNT, oui, ça a été aussi une grande référence, la CNT de l'époque. Alors toujours est-il que c'est comme ça qu'on arrive dans les années 80, et puis dans les années 80, là, ça va être autre chose. Ouais. Ça va être autre chose, enfin, ça va être... La fin des illusions. Non, pas du tout. Non, je vais m'engager encore davantage. D'accord. Mais est-ce que c'est utiliser la fin des illusions aussi d'une manière générale? Est-ce que c'est pas le début de la fin, les années 80, sur les partis communistes, tout ça, avec Oui, contre une sorte de backlash libéral par rapport aux avancées? oui, tu as tout à fait raison. Je crois que tout démarre, la régression. Oui, alors j'avais pas fini de parler tout à l'heure. Excuse-moi. Non, c'est pas ça, c'est pas toi, c'est moi qui ai oublié. Mon idée, c'est lorsque je suis au lycée et que je demandais à cet animateur théâtre dans combien de temps il y aurait la révolution, parce que nous étions impatients de faire la révolution. Et il nous disait la révolution. Mais dans moins de 10 ans, c'est la révolution. Bon, évidemment, on l'attend toujours. Hein. Mais c'est pas qu'il y avait un optimisme, c'était que c'était évident. C'est que chaque dimanche, vous aviez à Paris des manifestations gigantesques, qui se terminaient en émeutes dans les gares, gare Saint-Lazare, gare du Nord, etc. Et c'était quand même quelque chose. Et chaque dimanche, on disait, ça y est, c'est la bonne. Mais réellement, hein. Et il y avait sans arrêt, des tas d'affaires, il y avait sans arrêt des déclarations, il y avait toute une presse, il y avait toute une littérature, il y avait beaucoup d'intellectuels qui étaient très impliqués. Et ça compte beaucoup. Beaucoup d'intellectuels qui étaient extrêmement impliqués, qui appelaient à la révolution. Et voilà, on était convaincus. On était convaincus que la révolution, c'était pour bientôt. Alors, et tout va commencer, ça va être la régression. À la fin des années 70, ça va être la régression.
Et avec, alors pour la gauche, ça va être le programme commun. Donc le Parti communiste freine des cas de fer parce que le Parti communiste, lui, il va apparaître comme étant un parti responsable de gouvernement, etc. Donc, et dès lors que le Parti communiste va faire avec le Parti socialiste et les radicaux de gauche ce qu'on va appeler le programme commun, une alliance électorale, à partir de ce moment-là, ça va être quand même la régression parce que du coup, on va avoir un pôle de gauche, mais qui va freiner des cas de fer cette tendance à la révolution. Hein. Ouais. Et ça va être le début de la régression. Beaucoup de gens vont arrêter de militer à la fin des années 80, enfin des années 110, pardon, vont partir à la campagne élever des chèvres, etc., vont faire leur petit business, l'artisanat, c'était très à la mode, des bijoux, des choses comme ça, voilà. Et on voit finalement le paysage devenir de plus en plus, au plan politique, devenir de plus en plus désert, au plan politique réel. Ce repli là sur, comme tu as dit, les projets individuels, c'est un signe aussi de défaite, non? C'est genre comme on n'a pas pu. J'ai l'impression que ça ressasse un peu l'histoire des anarchistes, où il y a eu une grande période avec la propagande par le fait, où on a vraiment l'impression qu'ils allaient renverser les choses. Ça n'a pas marché, et donc tu as eu la montée en force des anarchistes individualistes en mode on peut pas changer, donc on va faire les trucs nous-mêmes à côté. Oui. Tu as tout à fait raison, ça ressemble un petit peu à cela. C'était l'idée que finalement, comme on ne peut pas changer le monde globalement, collectivement, eh bien, changeons le monde à notre niveau et au niveau de la petite sphère d'amis. Donc voilà, on partait dans les Cévennes, etc., élever des chèvres, voilà, faire son fromage de chèvre et tout. À l'époque, j'appelais ça petit capitalisme sympa. Petit capitalisme sympa, PCS. Et bon, on disait ça un petit peu avec un petit peu d'amertume. Ouais. D'amertume parce que rien ne changeait fondamentalement dans la société. Bien sûr, le racisme, etc., qui montait terriblement à la fin des années 70. Donc voilà. Donc il y a ce petit capitalisme sympa. Les gens se partaient et puis on n'en entendait plus parler. Ça, c'était quelque chose d'une grande déception, j'avoue. Ouais. D'ailleurs, ce qu'il dit, on ne parle pas assez que même si cet individualisme n'a pas fonctionné, 95% des communautés dans les Cévennes se sont cassées la gueule. Oh oui. Les réseaux sociaux ont cassé le militant. Oui, parce que tu as des gens qui disent que c'est un peu aussi la même chose actuellement. Mais bien sûr. C'est parce qu'il n'y a pas de perspective collective. On ne peut pas changer la vie individuellement. Moi, je le dis. On peut la changer avec un peu de chance, avec un peu d'argent, si on a. Mais se dire on va changer la vie. Non, les structures sont là. Les structures sont là et ce sont voilà. En tout cas, tout ça nous amène aux années 80 et c'est parce que il y a eu cet échec et malheureusement on ne croit plus tellement alors deux choses. D'une part, on n'est pas spécialement pour ce petit capitalisme sympa, hein, partir à la campagne, etc. Tout cela, moi, c'était pas du tout mon genre. Ça sera plus tard, Yoshiro. et d'autre part, parce qu'il n'y a plus de perspective électorale. Enfin, les perspectives électorales, je veux dire, on n'y croit pas. Et parce qu'il n'y a plus de perspectives révolutionnaires, collectives, que les années 80 vont voir se développer alors l'autonomie et ensuite la lutte armée. Enfin, pour un certain nombre de ma génération. Ouais. Oui, voilà, on pensait qu'effectivement, par la violence révolutionnaire, enfin toujours par la violence révolutionnaire effectivement, hein, eh bien on pouvait changer les choses, d'autant plus qu'on avait un exemple à côté, on avait l'Italie. Avec les brigades rouges. Bien sûr, l'Italie qui depuis toute la décennie 70 d'ailleurs, eh bien connaît un processus révolutionnaire armé, et pas uniquement les brigades rouges, parce qu'il faut quand même savoir qu'en Italie, il y avait des dizaines, de groupes armés, je dis bien armés. Il y avait aussi des féministes armées en Italie. Hein. Moi, tu sais, ça me rend fou, et je te coupe, mais ça va permettre d'aller là-dedans. C'est que cette histoire de la révolution, des mouvements ouvriers italiens, j'ai l'impression qu'elle est super pas connue, quoi. Non. En France, alors que moi, quand je lis, je dis ah ouais, mais c'était ouf. C'était ouf ces mouvements-là. Ah bah bien sûr, c'était. Alors, faut savoir que pas uniquement en Italie, puisque ça a commencé aussi avec l'Allemagne, Là, c'est les années 70-80, c'est ça? Oui, bien sûr. Et même la fin des années 60, un petit peu déjà. Mais Allemagne-Italie, en Allemagne, c'était la Rotarmee Fraction, la fraction armée rouge, et qu'il ne faut jamais appeler la bande à Bader. Oui, le réseau Gladio, la personne dit ça et elle a tout à fait raison. C'est que alors l'Italie c'est complexe, il faudrait s'y consacrer pas mal de temps. Il y a le nord, le sud. Oui, mais aussi autre chose, c'est que l'Italie avait le parti communiste le plus important. Donc l'Italie va être vraiment la cible de la CIA et des services, américains. Et donc, dans la mesure où le parti communiste en Italie est très important, le parti communiste est un parti de gouvernement.
hein. Et enfin, de gouvernement, il peut aspirer à gouverner. Hein. Et donc, c'est un parti qui veut montrer à quel point il est responsable, etc. Donc, il va être en opposition avec le développement de ce très vaste mouvement de lutte armée qu'il y a au sein de la jeunesse italienne, Ouais. avec beaucoup d'intellectuels, hein, Pasolini, enfin, qui était quelqu'un d'extraordinaire, que je tiens pour un des intellectuels les plus intéressants, sans doute, du siècle, hein, Pasolini, et cinéaste et intellectuel. Et bon, en tout cas, toujours est-il que l'Italie va connaître ce qu'on a appelé les années de plomb, mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire que l'idée était la suivante, voilà, faisons la révolution directement. Il y avait un passé de résistance extrêmement important en Italie, beaucoup plus important même qu'en France, il faut le dire. La résistance italienne a été quelque chose d'extraordinaire. Jusque dans les années 50, on a encore la fin des années 40, pratiquement début des années 50, on a encore des groupes armés en Italie, hein, qui sont dans les montagnes, etc., qui attaquent des grands propriétaires terriens, etc. Enfin bref. Donc l'Italie va être, dans les années 70-80, eh bien, le lieu du développement de ce qu'on appelle la lutte armée. Je dis, il y avait même un groupe féministe armé qui s'appelait les Donne Armati per il Comunismo, les femmes armées pour le communisme, hein, et qui châtiaient par exemple des avorteurs ou des violeurs avec la pratique de la jambisation. Hein. On tire une balle dans le... Oui, c'est ça. On tue pas, mais on tire une balle dans le genou, qui était aussi une pratique d'Irlande, en fait, qui venait d'Irlande. C'était ce qu'on réservait aux délateurs en Irlande. Hein. On leur tire une balle dans le genou. C'était pas que la lutte armée, l'autonomie, c'était aussi le début d'une création d'un double pouvoir. Ah oui, alors attention, oui, bien sûr. Ça, oui, je vais pas m'attarder sur l'aspect politique, on s'en doute. C'était le pouvoir ouvrier. Le pouvoir ouvrier avec la pratique de ce qu'on appelait l'illégalité de masse. L'idée dans l'autonomie, c'est que l'illégalité ne doit pas être réservée à des groupes de professionnels de la lutte armée, mais ça doit être une illégalité de masse. On a vu ça aussi en Espagne à la même époque. Parce qu'en Espagne aussi, moins, mais aussi, l'Espagne va connaître aussi une lutte armée, mais aussi avec l'équivalent d'une autonomie. Hein. Alors on avait par exemple des pillages de supermarchés. On décidait de piller tel supermarché, mais c'était très bien organisé. Et il y avait des listes. Il y avait des listes de ce qu'on devait prendre. Hein, et tout était partagé ensuite. C'était le communisme, quoi. Absolument. À chacun selon ses besoins. Et tout ce qui avait été pillé ensuite était réparti entre les pauvres. Entre les pauvres, dans les bidonvilles et autres. Donc, bien sûr, l'autonomie, c'était mettre en place un pouvoir, hein, qui soit un pouvoir alternatif au pouvoir du patronat. Ouais. Et pas question de déléguer ce pouvoir à des partis institutionnels comme il y avait. Hein. C'était mettre en place réellement un pouvoir ouvrier, hein, dans les entreprises, partout. Donc l'autonomie, c'est quelque chose de très important. Malheureusement, en France, l'autonomie, et c'est ce qui fait la grande différence, va surtout se caractériser par une sorte de mouvement de violence dans la rue, de violence urbaine, à peine organisée, mais dont on ne comprend pas trop la finalité, j'avoue. Et surtout extrêmement perméable à la répression, à l'infiltration policière. Peut-être qu'elles n'avaient pas, parce que moi j'ai l'impression que dans les trucs autonomie en Italie, peut-être que Yevraski, est-ce que c'est toi qui fais les podcasts ça, sur Spectre? Je sais pas si tu connais la revue Spectre, c'est le truc de contretemps et oui, tout. Oui, bien sûr. Il me semble que c'est Yevraski donc qui fait des podcasts sur l'histoire du communisme et tout. Et moi, est-ce que la différence, est-ce que ce serait parce que l'autonomie était bien plus implantée dans les partis ouvriers? Non, pas les partis, chez les ouvriers en général, dans les usines et tout, contrairement à la France? Non, parce que l'autonomie... tu veux dire par la différence entre l'Italie et la France? Ouais. Bon, de toute façon, en Italie, il y avait un pouvoir ouvrier de fait beaucoup plus important qu'en France. Ça c'est certain. On avait une classe ouvrière extrêmement battante. Je vous le dis, il y avait encore les restes de la résistance. Il faut quand même savoir que par exemple, dans un groupe comme les Brigades Rouges, il n'y avait pas que des jeunes comme ça illuminés. On avait d'anciens résistants, d'anciens maquisards italiens qui étaient dans les Brigades Rouges. C'était pas n'importe quoi. Hein. Il y avait les Brigades Rouges, il y avait la direction, ce qu'on appelle la direction politique et la direction stratégique. Hein. Et dans la direction stratégique, alors tout était clandestin évidemment, et donc dans la direction stratégique, on a toujours dit qu'il y avait des anciens partisans communistes italiens, mais qui étaient passés, qui maintenant étaient pour la lutte armée. Hein, faut avoir. Et bien sûr, donc cette autonomie était plus importante en Italie, enfin il y avait plus de consistance parce que simplement l'Italie avait une longueur d'avance sur la France. Hein. Le pouvoir ouvrier était beaucoup plus important, les luttes ouvrières étaient extrêmement importantes, même si en France elles ont été importantes. Mais voilà, ça s'est passé différemment. La gauche en France a bien tenu tout cela.
et à empêcher ce lien avec la classe ouvrière étudiante, avec la classe étudiante. Ouais. En Italie, ça s'est fait. Ça s'est fait quand même en Italie davantage. Yevratsky, il faudrait que tu passes un de ces quatre au studio, mais je crois que tu n'es pas sur Paris. Et d'ailleurs, on va revenir sur toi, mais là, ça permet. Tu vois, ce qui est bien avec quand on parle de ton Bien sûr, parcours, bien sûr. c'est que ça permet ce genre de. C'était qui les penseurs? C'était quoi? C'était Agamben? Parce que j'ai l'impression qu'ils ont un peu. Il y en a pas mal qui sont un peu. Agamben n'était pas Ouais, en non, c'était France. qui Ah non, c'était non, Lucas. pas du tout. Non, Lucas, tu veux dire? non, pas Lucas. Putain. Parmi les penseurs de ça, Tony Negri en Italie? Tony Negri. Ah oui, oui. Voilà, Tony Negri. Alors, Tony J'allais dire Negri. Luca Toni, mais qui est un joueur. Mais Tony Negri, oui, voilà. Et alors, pour l'autonomie, c'était Negri. Pour les Brigades Rouges, c'était Renato Curcio. D'accord. Alors, Je connais pas. et moi. Oreste Scalzone, bien sûr. Oreste Scalzone, bien sûr, Alessandro absolument. Stella. Bien sûr, Salut Mehdi, salut. bien sûr. Alfredo Boinano, je connais pas tout ça. Moi, je découvre. D'ailleurs, on essaiera de faire un numéro en décembre sur l'autonomie. Et Scalzone, qui est un type formidable, que j'aime beaucoup. Ouais, ouais. Andrea Pirlo, Ah. des joueurs. Luca Toni, voilà. Voilà. On va voir tous les footballeurs du coin. Et alors donc, Merci Lo pour l'abonnement, merci Lo OL23, merci beaucoup. alors, est-ce que vous voulez un scoop? Vas-y. On peut le dire. On peut le dire, de toute façon, on est entre nous. Puis Moi, c'est je sais connu. pas de ce que tu vas parler, Alors, donc un j'en des, parle, un des- quoi. un des leaders, le fondateur des Brigades Rouges, c'est Renato Curcio, donc qui va être arrêté après le début. Voilà. Et Il se avait trouve. tué un ministre, c'est ça? Alors lui, non. Justement, il Non, est- mais je veux dire les brigades rouges. Ah oui, alors la Brigade Rouge, on fait plus que cela. C'est le président du Conseil même. Ah, le président du conseil qu'ils avaient tué. Aldo d'accord. Moro, Ouais. et beaucoup d'autres choses, hein. Mais à ce moment-là, Renato Curcio, le fondateur, était en prison déjà, condamné. Et il se trouve que Renato Curcio a fait une très longue peine de prison et que désormais, il est sorti de prison et il a ouvert une maison d'édition. Alors c'est quelqu'un qui est formidable, qui fait une maison d'édition très intéressante, qui édite bien sûr vous imaginez des ouvrages politiques très pertinents et qui est aussi très lié à tout un mouvement social encore, hein. Il reprend du service. Et notamment à travers ce qu'on a en Italie, qui est très important, c'est ce qu'on appelle les centres sociaux, qui n'existent pas tellement en France, enfin qui n'ont pas les mêmes. Mais les centres sociaux sont très importants en Italie et concentrent énormément de dynamique de résistance populaire actuellement. Et il se trouve que Renato Curcio, figurez-vous, a ouvert une maison d'édition Ah, je sais de quoi. gauchiste, et c'est cette maison d'édition qui a édité Ouria Boutelja. Eh oui, les gens. Ici, rappelez-vous quand il y aura les marxistes nuls là sur Twitter et tout qui vous diront ah non, l'extrême droite et tout, qu'en Italie, l'éditeur d'Ouria Boutelja, c'est l'ancien fondateur des Brigades Rouges. Absolument. C'est quand même la classe. Alors j'ai eu l'occasion de le rencontrer, donc du coup, en me rendant à cette maison d'édition en Italie. Ah oui, parce que vous avez fait une présentation là-bas en Italie. C'est ça, d'ailleurs. exactement, lorsqu'on était encore au Pire, hein, parti des Généraux de la République, et c'est comme ça que j'ai rencontré Renato Curcio, que je ne connaissais que par la presse de l'époque, et qui est quelqu'un d'extrêmement sympathique, évidemment, sans doute, Ouais, ils sont classe. avec beaucoup d'humour. Et ce que je trouvais extraordinaire, et j'ai retrouvé ça aussi chez un ancien grand responsable des Black Panthers que j'ai eu la chance de connaître dans les années 90, qui s'appelle Geronimo Pratt, qui était le ministre de la Défense des Black Panthers, on en reparlera, et que j'ai eu l'occasion de connaître à sa sortie de prison dans les années 90. Ce que je trouve remarquable chez Renato Curcio, comme chez Geronimo Pratt, cet ancien Black Panthers, c'est des types qui ont fait 20-30 ans de prison et qui sortent comme s'ils avaient juste fait une garde à vue. Mais je vous jure, non, mais c'est incroyable. La même pêche, la même dynamique. Et Rouillant alors. Pareil. Et bien sûr, et Jean-Marc Rouillant également, absolument. Jean-Marc Rouillant, qui, je le vois, c'est pareil. Jean-Marc Rouillant, c'est incroyable. Il a fait plus de 30 ans. Dont 20 ans en isolement. Hein. Absolument. C'est un truc de ouf. Et Jean-Marc Rouillant sort, mais comme si, frais comme un gardon, comme on dirait, hein. Alors je le dis, il est très emmerdé actuellement. La justice on veut lui faire payer tout cela à nouveau à Jean-Marc, hein. Et d'ailleurs, on avait ouvert une cagnotte en sa faveur. Voilà, rester attentif à ce qui se passe, parce qu'il est possible, on veut le remettre en prison, hein, Ouais. pour des futilités, pour des prétextes, hein. Donc voilà, Jean-Marc est quelqu'un d'extraordinaire, de formidable, et moi je l'avais connu avant la casse-prison, donc au début des années 80, et il y avait tout un milieu à Paris, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup.
et n'étions pas dans les mêmes formations, mais voilà. Et il t'appelait C'est des comment? camarades. Comment il t'appelait, Jean-Marc? Les gens, comment il t'appelait, Jean-Marc? Godot. Voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, parce que moi je n'avais pas la ref, Jean-Marc Rouillant appelait Youssef Godot. Et dans le milieu, tu t'appelais Godot, apparemment pour certains, en référence au livre En attendant Godot, C'est ça. qui arrive toujours en retard. Voilà. Merci, voilà. C'est incroyable. On l'attend toujours. Non, Voilà, c'est non, ça. mais, non, mais c'est, En attendant Youssef. non, mais c'est l'anecdote. Mais elle est marrante, elle est marrante. L'anecdote, je vous la raconte, elle est marrante. Non, c'est simplement parce que à l'époque, il y avait tout un mouvement social très important à Paris, notamment à Barbès. Et moi, je militais beaucoup à Barbès. On avait, voilà, par la suite, on montra une radio pirate à Barbès, une radio pirate populaire qui était extraordinaire, qui s'appelait Radio Mouvance. Hein. Mais j'en parlerai, qui était entièrement d'ailleurs financée par la population de Barbès. Hein. Mais bon, on en reparlera. Mais avant cela, j'étais dans un groupe, disons, je n'ai absolument rien à cacher, qui était favorable à la lutte armée. Merci beaucoup. Voilà, j'étais dans un groupe qui était favorable à la lutte armée. Et ce groupe-là, eh bien, comme beaucoup, hein, c'était un phénomène de génération, on va dire. Et donc, du coup, à Barbès, nous étions beaucoup de militants. Donc, beaucoup de gens étaient favorables à la lutte armée. Parce qu'il faut dire qu'à Paris, au début des années 80, Paris va devenir le carrefour d'énormément groupes internationalistes. Est-ce que tu es encore dans ton anecdote du retard ou tu t'es perdu dans ton anecdote? Non, je me rappelle toujours. D'accord, ok, je retombe toujours sur mes pattes. Parce que d'un coup, pattes. tu as pris un ton très sérieux Ouais, et tout. ouais, Je me ouais. suis dit peut-être qu'il a oublié qu'il était dans une anecdote. Ouais. Donc Merci voilà, beaucoup, il Bouyaka. y avait énormément de groupes militants turcs, iraniens, qui tous avaient pratiqué la lutte armée dans leur pays. Hein, donc il y a toute une effervescence. Comme la gauche vient d'arriver au pouvoir, elle va offrir l'asile politique à beaucoup de ces militants. En même temps, on a beaucoup de militants, de jeunes militants qui viennent de Tunisie, qui viennent du Maroc, qui fuient la répression dans ces pays-là, qui est extrêmement vive. Hein, au début des années 80, en Tunisie, Maroc, donc on a beaucoup d'étudiants, ce sont tous des marxistes, etc. Paris, au début des années 80, est une pépinière extraordinaire. Et notamment les quartiers ouvriers, les quartiers populaires comme Barbès et autres. Hein. Merci, Et Végétal. il se trouve que donc, à cette époque-là, les militants d'Action Directe sont légaux. Hein, ils sont légaux parce que la première génération, on va dire, est sortie de prison. Il y a eu l'amnistie prononcée par la gauche lorsqu'elle arrive au pouvoir. Donc on a tous ces militants, donc entre autres Jean-Marc Rouillant et autres, qui sont légaux et qui commencent à faire du travail social à Barbès. Que font-ils à Barbès? Eh bien, à Barbès, ils occupent des anciens bordels. Je dis bien des bordels. Il y avait des bordels. Vous savez ce que c'est que des bordels, hein, tous, Oui, on hein. sait. Voilà. Il y avait des bordels légaux à Barbès, hein, absolument, qui vont être fermés quand la gauche arrive au pouvoir. D'accord. Absolument. Il y avait la queue devant. C'était terrible. Hein. Est-ce que c'était légal, genre autorisé, ou on faisait rien contre? Non, c'était légal. C'est-à-dire que D'accord. bon, on les laissait évidemment. C'était au su au vu, parce qu'il y avait toute une queue de gens D'accord. qui attendaient le samedi. Bordel Lego. Ah, t'as quand même bien compris. Ouais. Les Lego, on empilait des Lego dans ce bordel. Voilà. Ouais, voilà. Donc du coup, dans ces bordels qui donc sont devenus légaux lorsque la gauche arrive au pouvoir, eh bien les lieux de ces bordels, hein, eh bien vont être investis dans un premier temps par des dealers, etc., par toute la délinquance. Hein. Et Action Directe va faire quelque chose de très bien. Enfin, les militants d'Action Directe, hein, qui sont légaux, alors je le répète à l'époque, hein, tout à fait légaux, eh bien vont prendre possession de ces lieux, vont chasser tous les malfrats qui y traînent, hein, tous les dealers, les malfrats, etc. Ils vont les chasser de ces lieux et ils veulent en faire des centres, d'abord des logements pour les travailleurs immigrés. Et ils font ça avec des travailleurs immigrés, turcs notamment. Ouais. Et ils installent donc de grands squats. Hein, et puis donc, ils commencent à aménager cela, etc. Et donc à faire tout un travail social à partir de ces anciens lieux. Alors je dois dire que ces militants ont chassé la mafia de Barbès, pas avec des claques, hein. D'accord, pas avec des mots. Bah oui. On n'en dira pas plus ou... Voilà, on n'en dira pas plus. Et donc du coup, il se trouve que un jour, donc les militants d'Action Directe et entre autres Rouillant occupent un de ces grands squats. Et il se trouve que nous décidons, enfin le groupe auquel j'appartiens à l'époque, une revue politique, vous en doutez, donc d'extrême gauche, et donc prônant la lutte révolutionnaire, armée, etc. Et il se trouve que nous décidons de rendre visite à nos camarades, à une petite visite de courtoisie, etc. Et que on doit donc se retrouver dans ce squat. Ouais.
à Barbès. Je ne sais plus dans quelle rue de Barbès. Et il se trouve que, bon, comme je traînais un peu, j'avais des choses à faire. Eh bien, du coup, j'arrive en retard. J'arrive en retard. Enfin, les autres y étaient déjà. Alors, on n'a pas les téléphones comme aujourd'hui. Il faut quand même que les gens Ah sachent. oui, c'est vrai que oui. Donc pour On tout va ce dire t'es où, Youssef? alors voilà. Alors à l'époque, tout se fait par rendez-vous. Hein, ce sont des téléphones fixes. Faut avoir ça en tête. C'est pas du tout facile. Tout n'est on se rend que pas compte comment on ça se rend change pas tout, compte, en fait. mais ça n'a Toutes rien à les voir. interactions, Bien sûr, faut trouver d'abord une cabine téléphonique, faut qu'elle fonctionne, etc. C'était absolument incroyable. Et donc du coup, il se retrouve que je dois retrouver mes camarades dans ce squat d'Action Directe à Barbès. Et j'arrive en retard. Et il se trouve que quand j'arrive, eh bien, les flics avaient décidé d'investir le squat d'Action Directe. Ah merde. Et alors, eux qui étaient à l'intérieur, c'est des choses qu'ils savent, donc on peut le dire. Ils avaient un scanner. Un scanner, c'est un appareil récepteur qui permet de capter les ondes de la police. Comment est... les ondes radio. Les ondes radio de la police. C'est-à-dire qu'en mettant en route le scanner, eh bien, automatiquement, il va trouver toutes les fréquences, et donc, entre autres, les fréquences de la police. C'était en vente libre. Hein. C'était en vente libre. Il y avait une boutique à Châtelet où on pouvait les acheter. Je le dis, hein. Il n'y avait rien de... Et toujours est-il que ceux qui sont à l'intérieur essayent le scanner par hasard. Un de mes camarades qui rend visite, qui était déjà sur place, essaye le scanner par hasard et il tombe sur les policiers en train de parler et en train de dire que l'assaut contre le squat est imminent. Ah merde. Alors ils ont pris la fuite en passant par les fenêtres. Ils se sont retrouvés. C'était une casbah d'Alger, Barbès à l'époque. Hein. D'un appartement, passer à un autre, etc. Passer à un autre. Et comme dans les films, hein, donc ils ont pris. Il se trouve que moi, qui arrive, évidemment, le fait d'arriver en retard fait que les autres n'ont pas été arrêtés de toute façon. Alors voilà. Alors je tiens à dire que donc j'arrive et puis je vois tout le quartier qui est investi par la police, évidemment. Tu t'es dit ils se sont fait chauffer? J'ai dit qu'est-ce qui se passe, etc. Ouais. Et par la suite, comme on n'avait pas les téléphones, j'ai retrouvé les camarades et ils m'ont expliqué que ce qui s'était passé, que personne n'avait été arrêté puisqu'ils avaient pris la fuite. Mais je tiens à dire que cet assaut contre le squat était illégal en vérité. Parce que quand il y a un squat, il y a une décision, etc. Ouais. Et je tiens à dire, d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'à l'époque, tout a été fait pour pousser, disons, pour rendre illégaux des gens qui n'étaient pas illégaux du tout. Ouais. Ils n'étaient pas illégaux. C'est toujours ça, le truc. Il y a eu une volonté de criminaliser véritablement tous ces militants qui étaient dans des squats, c'est un fait. Et on fait intervenir la police, donc forcément il va y avoir des heurts, etc. Donc le gouvernement avait très peur du travail social que pouvait faire Action Directe à l'époque. Ouais. Ça, faut quand même le savoir. Et pas uniquement Action Directe, hein, les gauchistes. Et ça, c'est important de le dire. On est en pleine gauche, et voilà. Tu connais déjà le lore de Youssef ou tu découvres en même temps que nous? Moi, je dois connaître 10% des histoires de Youssef. Donc là, je réclame énormément. Je découvre énormément avec vous. Disney va bientôt réclamer les droits de la story de Youssef. Bon, voilà. C'est un peu ce que je voulais dire. Donc, c'est les années 80, et là, c'est une autre période, une période beaucoup plus dure. C'était l'angélisme avant ce que j'avais connu. Hein. C'était le gauchisme triomphant, on allait vers la révolution, etc. Les années 80 vont être extrêmement dures. C'est la gauche qui est au pouvoir. Je n'ai pas été déçu par la gauche. Hein. De toute façon, je n'y ai jamais cru à cette gauche. Hein. Je ne votais pas, donc il faut bien avoir ça en tête. Que la première fois que j'ai voté, c'était il y a quelques mois. La première fois de ma vie que j'ai voté, c'était... La première fois de ta vie? De ma vie. De ta vie? De ma vie. Je n'avais jamais voté. Étant anarchiste, j'étais absolument opposé à ce type d'expression politique, le vote. Je pensais que ça servait à rien et que de toute façon, même si l'on votait, eh bien... Après, c'était pas mis en... Voilà, en fait, moi, je comprends que dans les années 70-80, quand tu as une vraie ébullition sociale, tu te dis que ça sert à rien. Après, c'est l'évolution dans mode... Maintenant, tu es en mode... Merci beaucoup, Sam, pour ton 11e mois d'abonnement. Les années 80, on voit la France renforcer son impérialisme. Et puis, rappelez-vous, moi, il y a eu les grèves de Talbot-Poissy. Ces grèves m'ont beaucoup marqué. Voilà, il y a beaucoup de choses. On en parlera la prochaine fois, Talbot-Poissy, et ce qui est à l'origine de mon évolution, en fait. Hein. Il y a eu la marche pour l'égalité,
de 83. Ouais. où Salut la grande j'étais, asperge, il y a la grande asperge Ah, très bien. qui est en Salut. Australie là. Ah bah super. Ah bah salut à toi, camarade. C'est super. J'espère que tout se passe bien pour toi. Ça fait vraiment bien plaisir. Ça Mais- fait vraiment bien plaisir. Mais on parlera la prochaine fois de ces années 80. Oui, parce que nous. Parce que là, il y aura l'orientation un peu plus antiraciste, c'est ça, tu penses? Alors, absolument, c'est la rupture. D'accord. Là, la rupture est consommée entre on va dire, la classe ouvrière blanche et la classe ouvrière indigène. Et je l'ai vu, puisque nous sommes entrés dans l'usine Talbot en grève. Nous avons vu les fascistes crier les Arabes à la Seine, les Arabes à la Seine. Nous avons vu la classe politique française accepter cela. Nous avons vu le gouvernement surenchérir et insulter les ouvriers de Talbot en les traitant d'ayatollahs. Nous avons vu, c'était Mauroy, le Premier ministre, disant qu'ils étaient manipulés par les ayatollahs. Nous avons vu le ministre du Travail, Auroux, déclarer que des grèves de ce genre n'étaient pas dans les traditions françaises, etc. Enfin, on en reparlera. Et la marche pour l'égalité, voilà, c'est la période antiraciste qui commence dans les années 80. Et toi aussi, ça va t'influencer vraiment Et énormément. vraiment anti-impérialiste aussi, puisque c'est à cette époque, alors la Palestine. La Palestine qui va être vraiment mon grand tournant pro-palestinien, les années 80, précisément juin 82, l'invasion du Liban par Israël, qui va être le grand choc, mon grand choc. On en parlera. D'ailleurs, j'ai vu un livre à Lima à 80 €, mais je pense que tu serais heureux. Surtout des photos et tout de cette période-là, des années 80 au Liban et tout. Faudrait que je te redonne la ref. Ouais. Il y a quelqu'un qui a dit pourquoi tu n'écris pas tes mémoires. En fait, le problème de Youssef, les gens, on peut le dire. Oui, je t'en prie. C'est la discipline. Pas du tout. Arrête. Il est très peu discipliné pour s'asseoir et écrire de longues heures sur ça. C'est un esprit un peu fou, un peu. Non, parce que j'ai toujours privilégié, c'est vrai, l'action. Oui, j'ai fait. Enfin, j'ai toujours privilégié l'action et il faudrait quelqu'un qui écrive pour toi. Tu lui racontes, il écrit pour toi. Qu'est-ce que t'en dirais? Mais écoutez, c'est une bonne idée. On y réfléchira. Tu voulais parler de Georges Ibrahim Abdallah pour une actualité là ou tu voudrais Alors très rapidement, oui. Ouais. Alors, donc je dis que c'est à partir. Pour finir. Ouais. C'est à partir des années 80 que je vais connaître on va dire ma nouvelle période de vie, je vais complètement épouser la cause palestinienne à partir de 82. Et j'ai fait pratiquement pas que ça, mais jusqu'à la fondation des indigènes, j'ai fait que ça. Voilà, la Palestine, en rapport avec donc le Liban, la Syrie, etc. Avec tout cela, ça va être, je vais être beaucoup plus orienté vers le Moyen-Orient à partir de ce moment-là. Et donc, du coup, et puis voilà, j'ai vraiment épousé la cause palestinienne, et totalement. Et donc, du coup, et 82. Et c'est à cette époque-là qu'effectivement va se dérouler l'affaire, enfin 83, Georges Ibrahim Abdallah. L'été 82, des actions. Alors, je dis bien que quand je dis actions à l'époque, évidemment, ce ne sont pas du tout des attentats massacres. En aucune façon, que je récuse totalement. Il faut le savoir, que tous les militants dignes de ce nom récusent totalement. Nous parlons, oui, effectivement, se sont déroulées des actions ciblées dans ce pays pour protester contre l'invasion israélienne du Liban et les massacres, notamment les massacres de Sabra Shatila et autres. Et c'est dans ce contexte que Georges Ibrahim Abdallah va être arrêté. Et que ça va fortement t'influencer. Oui, beaucoup. Puisque, enfin, on en vous verrez, il s'est passé des choses. Alors, il s'est passé des choses en rapport. Donc, l'actualité, oui, c'est samedi prochain. Oh là là, les amis, j'ai plus mon agenda. C'est quelle date? C'est quoi la date de Georges? C'est samedi prochain. Ce samedi-là? Oui. D'accord. Ce samedi-là, on sera le 22 octobre, non? Le 22, je crois. Oui. C'est le rassemblement annuel à Lannemezan. C'est la manifestation. Vers la prison, là? Oui, bien sûr, où Georges est détenu. Georges Ibrahim Abdallah, je ne sais pas, évidemment, il peut pas nous voir. Voilà, mais bon, on adresse un grand salut à ce militant extraordinaire qu'est Georges Ibrahim Abdallah. Qui, je le rappelle, est en prison alors qu'il a terminé sa peine. Il est libérable depuis 20 ans au moins. Et que par la félonie du gouvernement français qui refuse de le libérer sur ordre des États-Unis et d'Israël. Voilà. Donc, toujours est-il, et rappelez-vous de ce qu'avait fait Manuel Valls pour l'empêcher d'être libéré, parce qu'un juge avait décidé que Georges Ibrahim devait sortir de prison. Et c'est Manuel Valls qui a empêché en refusant de signer. Il devait juste signer un arrêté d'expulsion et Valls a refusé de faire ça. Voilà, c'est pour ça que Georges est toujours en prison aujourd'hui. Et donc, toujours est-il qu'il y a un rassemblement à Lannemezan, dans les Pyrénées Atlantiques,
où se trouve la prison où Georges est depuis toujours. Mhm. Et, et chaque année, il y a un rassemblement, il y a une manifestation qui va jusque devant la prison. Mhm. Alors, il faut savoir que cette manifestation, bien sûr, est une manifestation tout à fait autorisée. Je dis bien, alors tout à fait autorisée, vous allez peut-être être étonné, mais je crois que même les gardiens de prison non seulement ne s'y opposent pas du tout, mais il faut savoir que même les gardiens de prison ont une très haute estime de Georges Ibrahim, Ouais. même la direction. Ah, mais après, moi, ça m'étonnerait pas que des gens dans la prison, en plus, ça fait des années Ah qu'ils bah, il a une très grande aura parmi Ouais. les détenus. Ouais. Et il se trouve que Georges, qui est un détenu politique, évidemment, a un sens politique. Salut Samir, salut. Salut les amis. Et donc, il faut savoir qu'il fut un temps même où même la directrice de la prison, alors c'est pas non plus, c'est pas un scoop que je vous dis, mais je vous le dis, la directrice même de la prison de Lannemezan, qui par la suite est devenue procureure, eh bien, avait fait une déclaration dans laquelle elle aussi demandait à ce que Georges soit libéré de prison. Elle D'accord. disait que Georges avait fait son temps, qu'il est hors de question. Et puis bon, il est détenu exemplaire. Attention, quand on dit détenu exemplaire, c'est pas non, c'est que Georges a un sens politique. Il a toujours évité les violences inutiles dans la prison. Il a joué un très grand rôle pour que des revendications de prisonniers soient prises en compte. Ouais. Et grâce à lui, elles l'ont été. Et notamment, il fut un temps où des prisonniers avaient fait une grève de la faim pour obtenir, pendant le ramadan, un aménagement des repas, les détenus musulmans de la prison. Et Georges était intervenu. Non, c'est pas bonne conduite au sens où on l'entend. Justement, Ouais. c'est ça la différence. Ouais. C'est qu'il y a des violences nécessaires, il y a des violences qui ne sont pas du tout nécessaires. Hein. Et Georges était intervenu alors que la situation était extrêmement tendue dans la prison. Et c'est lui qui avait permis des négociations. Il permet de pacifier, il permet de dire exemplaire dans le sens où il arrive à défendre le droit des prisonniers. C'est pas genre il a fait le lèche-cul. Non, pas du tout, pas du tout. Oui, bien voilà, sûr. défendre les Non, droits des il avait prisonniers et défendu efficacement les droits des prisonniers parce qu'il a une aura, donc et c'est ce qu'on souhaite. On souhaite pas forcément qu'il y ait des violences. Et donc du coup, eh bien, Merci tonton Farid. Georges avait gagné le respect. Alors, ça ne veut pas dire que les gardiens ont les mêmes idées que Georges, hein, pas du tout. Mais il avait gagné le respect parce qu'il avait empêché que des gardiens subissent des violences inutiles. Hein. Et depuis, dans la prison de Lannemezan, il faut le savoir, on ne dit pas Georges Ibrahim, on dit Monsieur Georges. Mais les gardiens aussi. Ouais. Quand des gens viennent pour voir Georges au parloir, les gardiens disent, on ne dit pas Georges Ibrahim, on dit Monsieur Georges. Ouais. Comment ça se fait que même les gardiens sont cool? Les gens, après, nous, on Bah, parle de. les gardiens, il faut faire la distinction oui. entre l'individu et le bien sûr, poste. Quoi. Le poste en lui-même, nous, on la est contre. structure, oui. Après, il y a des individus qui. Comme Oui, les policiers, oui. il y a des policiers qui peuvent être cool. Mais Oui, oui, on c'est dit pas ça. le contraire. Bah, bien On sûr. dit juste l'institution. L'institution est policière. répressive, Voilà. bien évidemment. Après, il peut y avoir des individus Et cool. bien hein. évidemment, Voilà. il faut absolument, les amis, faire la distinction. Je veux dire, jamais le combat est dirigé contre. Alors, sauf contre des tortionnaires bien précis, Oui, bien connus, sûr. etc. Bien sûr. Bien évidemment. Hein. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'institution qui pose problème en tant que telle. T'inquiète, Caillou. C'est l'institution qui pose problème et en tant que telle. Donc voilà. Je voulais vous Et dire j'ai ça. vu qu'il y a Marem qui était là, il faudra y aller. Alors, il faut savoir qu'en fait, il y a toujours des voyages qui sont organisés. Il me semble Oui. aussi sur Paris. Là, je pense que c'est trop tard. Non, il y a peut-être encore des Ah ouais places. Ben, renseignez-vous si vous voulez y aller en bus et tout. Il y a des bus qui partent. Donc, mais alors, j'espère que l'année prochaine, il ne sera pas prisonnier. On Oui, espère, mais oui, si c'est bah le oui, cas, voilà, Inch'Allah. il y a toujours des trucs qui sont organisés. Et si vous ne pouvez pas y aller, parce que nous, je pense qu'on va pas pouvoir y aller, c'est sûr. Il faut aussi partager sur les réseaux sociaux et tout. Alors, oui, alors attention, ça n'a rien à voir avec la BAC, la BRAV, etc. Ça, on est totalement pour la Oui, dissolution bien de sûr, ces brigades, bien on est sûr. bien d'accord, ça n'a rien à voir. Hein. Mais c'est un fait. C'est un fait que je vous donne, et ce qui fait que lorsque la manifestation arrive devant la prison de Lannemezan, chaque année, il n'y a pas de souci, ça se passe Ouais. bien. Georges nous entend. D'accord. Chaque année, ça fait des années et des années et des années. Hein, et toute la ville, d'ailleurs, toute la ville de Lannemezan est au courant. C'est un événement dans la ville de Lannemezan, dans la petite ville de Lannemezan. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que et d'ailleurs, ce qu'il y a de terrible, c'est que Georges il était prévu qu'il soit libéré il y a quelques années, à l'époque où Valls sévissait. Et bien, il faut savoir que tout avait été fait. Il avait distribué tous ses livres entre les détenus, etc. C'est ça qui est absolument abominable comme histoire. Hein. Et au dernier moment, on l'avait maintenu en prison. Hein. Donc, vous avez tout cela sur Georges Ibrahim. Oui, il est bien traité, Georges. Oui, il est très bien traité dans la prison de Lannemezan. Il est très bien traité. C'est la vérité. Vous savez, quand quelqu'un est en prison depuis bientôt depuis 83.
Vous savez combien de temps 83? Ça fait combien de temps 83? Ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans. Ouais, ça va faire 40 ans là. Le en plus 2023. ancien détenu politique d'Europe. Ouais. Alors, pas uniquement parce qu'il y a aussi des prisonniers basques, c'est vrai, il y en a plus tellement en Italie, et la plupart des prisonniers italiens sont en conditionnel, je crois. Faudrait d'ailleurs que Mais, j'ai oublié de préciser, mais il voilà. faudra qu'on fasse la dernière fois. Mais on en parlera sur le truc de l'autonomie. Mais comme on parlait d'autonomie en Italie, il y avait des Alors, on pourra militants revenir- en Italie que l'Italie demande qu'on les ramène. Ah, absolument, nous dirons absolument, tu as tout à fait raison. Il y a aujourd'hui des réfugiés politiques italiens en France et qui sont menacés d'être expulsés vers l'Italie. Avec le nouveau gouvernement que l'on sait, crypto-fasciste. Donc c'est aussi très important. Il y a toute une diaspora italienne en France. Ce sont les rescapés, on va dire, des années révolutionnaires, on va dire. Faut pas dire les années de plomb. Et voilà. Et ils ont fait leur vie en France maintenant. Et on veut maintenant les expulser en Italie et leur faire payer. C'est vraiment une basse vengeance. Alors, Georges. Ibrahim, donc soutenez-le. Même si vous ne pouvez pas aller en Italie, aller à Lannemezan, comment vous pouvez aussi soutenir par des dons. Vous faites des petits dons, ça permet de payer la location des cars. Il y a des cars qui partent de Paris, de Place de la République. Il y a 1 ou 2 cars qui partent de Paris en fonction des moments, et puis d'autres villes de France, puisque c'est un rassemblement international du monde entier. Des gens vont, voilà. On va. Voilà. Et en Belgique, ils pourraient pas venir, qui ça? Crypto-fasciste, je pense que tu veux dire que c'est quasi fasciste, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça, oui. On va arrêter là, je vais vous faire le raid. Je voulais déjà dire merci, puis j'ai pas eu l'occasion de lui dire merci. Je pense qu'il a peut-être partagé lundi soir. C'est Aziz Basson qui a donné 50 € et qui a dit merci pour tout le boulot, c'est génial. Merci à toi, Aziz. Aziz Basson, j'espère que tu entendras ce message. Je vais vous envoyer chez Pantoufle, les gens. On va faire un petit raid chez Pantoufle. Vous ferez un petit salam chez Pantoufle. Et dire peut-être pour terminer. Ouais, tu as quelques minutes. Vas-y. Tu as une minute, ou 2 minutes. Si des gens sont intéressés, par tel ou tel point, je pourrais revenir sur tel ou tel point que j'ai évoqué. Oui, de toute parce façon, que ça passe un peu vite. Ouais. Mais des points politiques qui peuvent être tout à fait intéressants pour l'éducation populaire, on va dire. Non, mais de toute façon, comme je l'ai dit, les gens, je vois des gens qui disent que c'était trop court. J'espère que ça vous a plu. Et on fera ce rendez-vous un mercredi sur 2. Ça te va, Youssef? Un mercredi sur 2. On fera comme ça. Là, on a fait quasiment... On a fait 1h30. On essaiera... peut-être qu'on commencera un peu plus tôt et tout. On verra, mais on aura un rendez-vous un mercredi sur 2 pour discuter de tout ça ensemble. Il s'est passé beaucoup de choses ensuite et voilà, et on reviendra dessus. Voilà, merci, j'espère que ça vous a plu les gens. Merci Youssef, j'espère qu'il y aura une suite, c'est hyper intéressant. Un mercredi sur 2, merci pour le live. Et on va mettre, je vais le remettre déjà. Je vais mettre la VED tout de suite là sur Twitch et il y aura les replays. Je vous ai dit, on va ouvrir une chaîne replay, rediff et tout pour mettre toutes les rediffs de ces émissions. Donc ça sera sur YouTube et je pense que je vais la mettre demain, je pense celle-là sur YouTube. Et déjà là dans 10 minutes, vous l'aurez sur Twitch. Voilà. Excellent, merci. Merci à vous tous et bonne continuation. Merci. Et Quimbered, comme on dit en Guadeloupe. Quimbered Pomoli. Ça veut dire quoi? Tenez bon. Ah, je connaissais pas. Quimbered Pomoli. Eh bah allez, merci, c'est sur ces mots qu'on vous dit au revoir, à très vite. Salut.